Bonsoir à toutes et tous, salut Zoulou, salut Julo, salut Perceval, salut Hélène, salut, je n'arrive pas à lire ton pseudo, salut Automode, salut à tous, bienvenue, on est ensemble pour 2 heures de stream, donc jusqu'à peu près 20 heures, avec toute l'équipe qui est là dans le studio, Joey, Cyril, Mathis par la pensée qui a pris des vacances, et Steph Berlu qui nous fait des visuels à l'étage juste au-dessus, à l'étage de France Info au 4e. Ce soir on va parler des jeunes Français qui ont moins de relations sexuelles qu'avant, paraît-il, et on va surtout parler des quelques bonnes raisons qu'ils ont de ne pas trop se mettre la pression. Ce sera jusqu'à 19h pardon, à peu près. On parlera ensuite de ces hommes obsédés par leur taux de testostérone, obsédés par leur corps, obsédés par une certaine idée qu'ils se font de ce que devrait être le corps d'un mec. À 19h45, on quittera les masculinités toxiques, les injections de testostérone et l'odeur du déo des vestiaires pour aller faire un tour du côté du Havre avec les 2 producteurs de la série De Grâce, avec un premier grand rôle pour Payanotis Pasco. Pour l'heure et pour l'instant, il est à peu près passé de 18h à Paris, à peu près 19h à Beyrouth. Il est à peu près déjà demain à Sydney et Tokyo. Il est 16h en temps universel. Il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Salut Anon, salut Faker, salut Zoulou, déjà dit salut. Salut Zoulou, salut Golavier, salut Sergio, salut Bouli, salut Destinova. Ce soir, on va parler de ces jeunes qui sont encore les victimes des écrans, des jeux vidéo, des jeunes violents, des jeunes qui écrivent moins bien français, des jeunes qui ne votent pas, des jeunes qui crachent par terre, des jeunes qui zonent, des jeunes qui n'aiment pas travailler, des jeunes qui font moins de sport et en plus des jeunes qui s'ennuient dans leur lit. On aurait pu effectivement parler de tout ça ce soir. Ce soir, on aurait pu parler de la chien-lit. Mais on va la laisser sur le bord de la route, la chien-lit, sur la bande d'arrêt d'urgence, pardon, comme des gens qui parlent et qui doutent. Et on va plutôt se dire que ce serait bien qu'on leur fiche la paix aux jeunes. À toi, le jeune. J'ai déjà perdu la moitié des gens. Parce que certes, plus d'un quart des 18-24 ans n'ont eu aucun rapport sexuel au cours de l'année écoulée. C'est ce qu'on apprenait il y a 2 jours au terme d'un sondage IFOP commandé par l'entreprise Lelo. Lelo, c'est une entreprise qui vend des sextoys. Outre ce certes, il y a un mais avec une question, même plusieurs questions. Est-ce que c'est si grave que ça dans le fond? Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Avec, bien caché sous le paillasson, une petite question certainement. Pourquoi ce qui se passe dans le slip des Français, ça nous inquiète à ce point? Est-ce que c'était vraiment mieux avant? Et puis un rapport sexuel d'ailleurs, c'est quoi? Et le sexe, est-ce que c'est si important que ça? Ça nous fait plein de questions. On a 1 heure pour les farfouiller. Autant de questions que je vais poser à Aline Laurent-Maillard. Bonjour. Salut Aline, tu es journaliste et auteur de Post-Romantique qui est paru chez Lattès. Tu te décris comme asexuelle et aromantique. Et tu es aussi créatrice de podcasts, des podcasts qui marchent plutôt pas mal. On pourra en parler en cours de stream si tu veux. Ouais, dont un sur la sexualité qui s'appelle Freeform Desire. Exactement. À tes côtés, Kitri Chatfo. Salut Kitri. Salut. Toi, tu es l'auteur de La Chose Étrange, un podcast sur l'éducation sexuelle, pareil pour les jeunes et qui marche pas mal aussi, il me semble. Exactement, qui vient d'être lancé, qui est un petit nouveau. C'est un petit nouveau. Et les débuts sont prometteurs. Et les débuts sont prometteurs. À tes côtés, Charline Vermont. Salut Charline, bienvenue. Et aussi, Sylvain. Charline, tu es sexologue, tu as créé des podcasts sur la sexualité positive. Tu nous expliqueras après peut-être ce que c'est la sexualité positive et la santé sexuelle. Tu es par ailleurs auteur de Corps, Amour, Sexualité. Il n'y a pas d'âge pour se poser des questions, paru chez Albin Michel. Nous avons 2 représentants d'Albin Michel sur le plateau, si vous ne le voyez pas. Je vous propose de commencer par une petite revue de presse, parce que c'est assez interloquant. Si vous avez ouvert votre smartphone ou vous avez peut-être consulté votre PC, votre Mac, vous avez pu lire des titres comme ça, notamment sur le site de TF1. Sexualité des Français, la libido en berne, en particulier chez les jeunes, selon une étude. RTL nous dit, lui, les jeunes touchés par une récession sexuelle. Et Europe 1 nous dit omniprésence des écrans, manque de spontanéité. Pourquoi les Français font de moins en moins l'amour? Alors, il me semble qu'on apprend 2 choses avec ces titres. C'est que déjà le sexe c'est un gros sujet, et ensuite qu'on en parle vraiment plutôt assez mal, puisqu'on sait pas vraiment de quoi on parle. Rapport sexuel, faire l'amour, libido, c'est pas des synonymes, il me semble, tout ça. Il y a notamment faire l'amour qui sonne super bizarre, qui est un peu chargé quand même. Toi, par exemple, Aline, tu parles dans ton livre Post-Romantique du mythe de l'amour romantique. Pourquoi c'est un mythe? Ouais, en fait, le point de départ de ce livre, c'est le fait que le sentiment amoureux, on nous dit, voilà, c'est quelque chose d'hyper naturel, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver dans la vie. Ça arrive comme par hasard entre l'âge de 15 et 35 ans, et puis après, une fois qu'on est casé, on ne tombe plus amoureux ou amoureuse. Et en fait, tout ça, c'est une construction sociale, parce que avant le 18e siècle, avant surtout le 19e siècle, les gens tombaient beaucoup moins amoureux et amoureuses. Et comme par hasard, c'est ce mythe, en fait, ça vient à un moment où les femmes ont commencé à gagner leur indépendance économique et qu'ils n'avaient plus trop de raisons de se mettre en couple hétéro-patriarcal. Et donc leur dire que dans le couple, elles trouveraient l'amour, et c'était une façon de les faire rentrer d'elles-mêmes joyeusement dans un couple qui n'était pas nécessairement la meilleure structure pour elles.
Charline, Kitry, qu'est-ce que ça vous inspire, ces titres de presse? En fait, j'ai envie de dire, ils ont pris les choses à l'envers. Oui, tout à fait. Moi, j'ai été contactée effectivement par Slate la semaine dernière en me disant... Qui est une publication de qualité, on les aime bien, nos copains de Slate. Ah, c'est vrai, j'ai le droit de dire, ok. Bon, alors du coup, la journaliste me dit, ah là là, quel cata... Et je fais, attends, mais c'est une... mais trinquons, c'est joyeux, c'est une très bonne nouvelle. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Et je fais, en réalité, faut le voir en mode, c'est la qualité qui l'emporte enfin sur la quantité. C'est-à-dire, enfin, on a quand même outillé un certain nombre de jeunes grâce aux réseaux sociaux. Il y a pas mal de comptes autour de l'éducation à la sexualité. Il y a des séries, il y a Sex Education, etc. Et en fait, on augmente le niveau d'exigence de toutes ces personnes-là. Et c'est prouvé par plein d'études. Puis on augmente le niveau d'exigence. Plus les premiers rapports sont tardifs et les personnes, notamment les jeunes femmes, se disent, alors moi, quand ça va m'arriver, et que ce soit la première fois ou les premières fois ou après dans leur vie, je mérite une personne qui soit consciente du consentement, qui partage la charge contraceptive, avec qui je puisse parler de dépistage, de protection, et puis surtout, les crevards, les tocards qui sont là juste pour chercher de la disponibilité sexuelle. Alors ceux-là, ça y est, on a les red flags, clink clink, et c'est plus, c'est fini. Kitry, c'est une bonne nouvelle? Évidemment que c'est une bonne nouvelle. Moi, ce qui me fait rire, c'est cette espèce de panique morale tout d'un coup là, qui apparaît en mode... On va parler beaucoup de morale ce soir, je crois. Tout ça, c'est très chargé. C'est vraiment, tu sens la panique sociétale. Genre, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si on fait plus l'amour en France, comme si c'était une part de notre identité qui était en train de partir avec nous. Parce que faire l'amour, on confond faire l'amour et le sexe. On pense que la seule façon de prouver son amour, c'est en ayant des rapports sexuels, alors que... je veux dire, dans la vie des jeunes à l'heure actuelle, on a très bien vu que c'est plus trop connecté quand même. Je sais pas, je serais pas capable de chiffrer, mais ça serait intéressant de savoir justement le pourcentage de rapports sexuels qui sont faits dans un contexte d'amour romantique. Parce que parfois on est juste on kiffe un pote et on couche avec, et c'est aussi un autre type d'amour, mais je pense pas que ça soit l'amour que veut le Figaro etc. Qui sont par ailleurs des estimés confrères. Et je me permets, je rebondis sur ce que tu as dit aussi, c'est intéressant que ça tombe pile au moment où Judith Godrèche parle des violences sexuelles qu'elle a vécues, en fait, de la manipulation par un adulte, et ça rappelle aussi tout ce qui se passait avec Gabriel Matzneff. J'arrive jamais à dire son nom. C'est dur à dire. Voilà. En fait, tous ces jeunes-là, toutes ces jeunes enfants, en gros. Oui, voilà, en fait, c'est quand même énormément de jeunes qui, peut-être, maintenant, auraient pu dire non, auraient pu voir plus clair, parce qu'on commence à parler de prédation sexuelle. Et toutes ces jeunes-là, j'espère que maintenant, elles tomberont pas dans le panneau. C'est pas de leur faute, bien évidemment, mais elles seront plus outillées pour refuser ces prédations. Mais j'ai envie de rebondir là-dessus. En fait, rebondissons. Non, mais vraiment, rebondir, en fait, je me dis, tu vois, le delta, c'est-à-dire avant, il y avait plus de rapports, aujourd'hui, il y en a moins, donc il y a un delta. Mais un truc extrêmement positif de voir la chose, c'est potentiellement, ce delta, en fait, c'est potentiellement toutes les violences sexuelles en moins. Voilà, donc force quoi. Dans le chat, j'ai déjà plein de questions. Alors on va peut-être pas répondre à tout immédiatement, on répondra peut-être au fur et à mesure. Quoique si ça vous inspire, on peut répondre à tout. Il y avait le Canivel qui dit: le sujet de la sexualité a-t-il un lien avec le sujet de la natalité mis en avant par Emmanuel Macron? Zoulou Défendre nous dit: après le réarmement démographique, le réarmement des désirs. Monsieur de Messmaker. J'ai trop envie qu'on on va rebondir. Monsieur de Messmaker nous dit, lui, c'est une maladie, l'absence des sentiments amoureux, un problème d'hormones. Zoulou nous dit: liberté, égalité, fraternité, copulée. Tandis que Nazou nous dit: ça va pas trop avec le réarmement démographique. Ah oui, donc il y a quand même un sujet grave autour de la natalité. Et moi, j'ai envie de dire, je vois vraiment à travers ma communauté, il y a quand même 750 000 personnes, et je vois de plus en plus, notamment de jeunes femmes hétéros, qui ont bien compris que c'est la règle des 80-20. Hein, tu vois, il y a 80% de tocards et 20% qui tiennent la route, et qui arrivent à un moment en mode t'attaque, horloge biologique. Je commence à avoir 25, 30, 35, et clairement, en fait, en face de moi, ça tient pas la route. C'est-à-dire les mecs s'éduquent beaucoup moins, beaucoup moins vite. Et il y a une espèce de gap, tu vois, entre les qui se crée, et elles se demandent: mais du coup, je fais quoi? Et là, clairement, dans ma communauté, le sujet de la PMA solo est en explosion. Quand on leur demande le plus beau projet 2023, il y en a plein qui disent PMA solo, projet 2024, c'est la PMA. Et en fait, je rêverais qu'il y ait des sociologues qui nous écoutent et qui, à 10-15 ans, commencent tout de suite les études et regardent à quel point cette espèce de éducation, exigence, en fait, se traduit par une explosion des meufs hétéros qui ont absolument plus envie d'avoir à leur côté un bébé en costard, juste un bébé au sein, tu vois, ou ailleurs. Mais c'est fini, en fait, de
compter sur ces personnes pour se construire même familialement? Alors, je pense que je suis assez bien placée pour en parler, puisqu'effectivement, moi, j'ai eu un enfant grâce à un don de sperme il y a 2 ans et demi. Et je reçois beaucoup de témoignages. Je reçois beaucoup de témoignages de personnes très jeunes qui me disent si je trouve quelqu'un, bah, tant mieux. Mais si je trouve personne, à 15 ans, qui sont déjà en train de me dire raconte-moi ton parcours. Moi, c'est quelque chose, potentiellement, c'est une option de vie. Et effectivement, c'est très intéressant, toute cette question de réarmement démographique qui ne s'intéresse pas du tout en fait aux bonnes questions, parce que les vraies bonnes questions, c'est donner envie aux personnes avec des utérus d'avoir des enfants, en créant tout un système économique qui rendrait la tâche plus facile, hein, notamment, je sais pas, en écoutant le personnel de la petite enfance qui fait grève constamment parce que en fait, travaillent dans des conditions qui sont insupportables. Et qu'il n'y a plus de place parce que plus personne ne veut faire ces métiers-là. À la place, en fait, on nous dit il faut que les Français et les Françaises aient plus de rapports sexuels et plus d'enfants. Qui dit il n'y a pas de travail, il n'y a pas de logement, les salaires ne permettent pas d'être proprio et ils veulent que les Français fassent des bébés. À côté, il y a plein de personnes qui ne peuvent pas avoir de bébés parce qu'on les empêche. Les personnes trans en France ne peuvent pas avoir d'enfants. La GPA est interdite. Il y a des personnes qui sont stérilisées de force à Mayotte, etc. Donc on est dans voilà. J'en perds mes mots, mais ça m'énerve énormément parce qu'on empêche à énormément de personnes, notamment même toujours les lesbiennes, etc. Même si la PMA elle a été légalisée, elle est légalisée, mais on ne donne pas de moyens aux sécos. Donc on est le seul pays où on doit attendre 2 ans au minimum avant d'avoir un don de sperme, parfois beaucoup plus. Donc au bout d'un moment, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Envoyons les propriétaires de pénis se branler aux sécos pour nous aider. Oui, mais mettons aussi, ayons aussi du personnel dans les sécos. Parce que ça serait bien du sperme, mais il faudrait aussi du personnel. Ce que c'est. Alors les sécos. Les sécos, en fait, oui, accessible. On s'enflamme. Mais c'est bien, on démarre vite. Voilà. Je suis ravi de vous avoir, mesdames. Les sécos, c'est les centres en fait qui sont les seuls en France habilités à recueillir des dons de gamètes. Donc les gamètes, ça va être le sperme et ça va être les ovocytes. Et donc on a ce monopole en France du don de sperme. Et voilà. Il y a autant de dons d'ovocytes que de dons de sperme en France, alors que le process pour un don d'ovocytes, c'est clairement pas le même. C'est absolument pas le même. Très très lourd. Voilà, donc un peu plus d'altruisme chez les propriétaires de pénis, plus de personnel dans les sécos, et voilà, et ça va nous aider. Et je reviens sur les commentaires dans le chat, notamment sur cette question du désir. Effectivement, pour avoir du désir, il faut avoir de l'espace mental aussi pour avoir du désir, et il y a plein d'études aussi sur la santé mentale des Français, et il y a une corrélation, alors je fais des supputations, mais justement, la santé mentale des jeunes est aussi super en souffrance, encore plus que celle des adultes, donc c'est un peu les mêmes courbes que suit cette envie de sexualité ou non. On sait que les jeunes sont super préoccupés par les violences faites aux enfants, donc pareil, tu vois, on fait le lien avec Judith Godrèche, etc., par l'écologie, par le monde tout court. En ce moment, donc il y a un moment où peut-être que les priorités, il faudrait voir analyser plutôt que le réarmement. Peut-être qu'il faut analyser ce sur quoi il faudrait travailler en priorité si on veut redonner du désir aux Français et aux jeunes. Et de leur donner un peu d'espoir. Et ça me fait penser, d'ailleurs, je disais tout à l'heure, qu'une des façons de lutter contre les problèmes de stérilité et d'infertilité, c'était de faire en sorte qu'on ait moins de pesticides dans nos assiettes. Et alors, on a le gouvernement qui dit faites plus de bébés, on veut lutter contre la stérilité. Mais le glyphosate. Un tracteur sur l'autoroute, et ça y est, on arrête toute notre ambition pour que les Français et les Françaises puissent manger mieux. Donc, clairement, il y a un problème de cohérence, quelque part. Il y a pas mal de questions dans le chat sur le désir d'enfant, notamment celui des hommes. Bon, on parle toujours des hommes, on peut parler peut-être des femmes de temps en temps. Il y a notamment Jeff qui dit, du coup, si je vous comprends bien, il n'y a que les utérus qui légitiment le désir d'enfant. C'est un sujet qui rentre dans le thème, mais qui est, de mon point de vue, un autre sujet. On y reviendra peut-être après, parce que là, le chat s'emballe là-dessus. Mais sauf si vous voulez y répondre, là, tout de suite. Les hommes, donc les hommes seuls. Alors, il y a plein de façons d'avoir des enfants. Je me permets, effectivement, c'est pas le sujet, mais je vais juste faire une petite parenthèse parce que c'est un sujet sur lequel je travaille, dont je parle dans mon livre Post-romantique d'ailleurs. On parle de plus en plus de faire famille autrement. Donc, comment est-ce qu'on peut élever des enfants ? Déjà, on peut l'élever sans aucun rapport génétique à travers l'adoption, à travers la famille choisie. Se dire, voilà, on va prendre soin d'enfants qui sont... pas nécessairement, dont on n'a pas nécessairement l'autorité, que ce soit un neveu, un nièce ou quelqu'un
du quartier, quoi. Et puis, on a aussi la coparentalité choisie, le fait de se mettre avec une amie ou avec quelqu'un qu'on a rencontré sur Internet pour élever les enfants ensemble. On a aussi, j'y reviens, la GPA, toujours interdite. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles. Après, c'est pas les plus évidentes à l'heure actuelle, mais tout ça, c'est possible. Il y a Volca qui dit, c'est intéressant, est-ce qu'il faudrait interdire la publicité pour abaisser les standards physiques aussi? Je pose ça à Volca, je pense, interroge les... Comment dire, peut-être... est-ce que derrière cette baisse, cette baisse constatée des rapports sexuels, est-ce qu'il y a un problème de complexe, ce genre de choses? Je m'adresse peut-être à la sexologue. Sexothérapeute, mais honnêtement, je pense que, il faudrait peut-être on a plus ou moins dit non. Faudrait parler plutôt aux personnes qui ont été sondées, et notamment aux jeunes femmes. Moi, je pense qu'on avance dans le bon sens. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, on parle beaucoup de sexualité partagée depuis le début de cette émission. On parle pas de sexualité solo. Potentiellement, en fait, ces personnes ont une sexualité extrêmement vivace et joyeuse et épanouissante. Là, tu devances un peu la question que j'avais posée après. On peut avoir une sexualité sans rapport sexuel. Mais exactement, c'est-à-dire, et vraiment, moi, je le vois dans ma communauté, il y a 75%, c'est binaire, je suis désolée, c'est 75% de femmes et 25% d'hommes. Et effectivement, il y a un moment où il y en a, on a des échanges et on a fini par se dire, pour avoir des relations de qualité, alors c'est très simple, où tu as besoin, des relations de qualité, de la tendresse et du plaisir. Voilà, on a trouvé la parade, on a des potes, on a des chats et des sextoys. Et, et voilà, et c'est aussi une autre manière de vivre sa sexualité, et pourquoi pas. Qui trie? Ouais, je pense aussi, pareil, les jeunes qui ont été interrogés, donc on n'a pas de données sur qui sont-ils, etc. Mais c'est aussi les jeunes qui ont vécu le confinement. C'est une cohorte de 2000 personnes, je crois. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est pas. Mais donc, c'est des jeunes qui ont vécu le confinement et qui ont potentiellement retardé du coup leur première relation sexuelle parce que de toute façon on était tous enfermés et qui ont peut-être abordé la sexualité différemment. Déjà parce qu'il y a de l'éducation, il y a des comptes Insta, il y a beaucoup de gens qui en parlent et on essaie de donner des nouvelles pistes. Et puis du coup, peut-être qu'ils sont un peu plus allés à l'exploration d'eux-mêmes, donc ils sont peut-être rentrés avec une découverte de leur propre corps avant de j'allais dire de s'imposer, mais parce que c'est le mot qui me vient, des rapports sexuels, parce que les premières fois, c'est souvent catastrophique en fait, cette espèce d'injonction à la première fois à dire non mais là faut y aller, j'ai 14 ans, c'est beaucoup de pression. Tous mes potes y sont passés et il faut y aller. On dit qu'ils y étaient passés. Voilà, on dit, tout le monde a dit. Alors qu'en réalité c'est stable en France, le chiffre est stable, c'est entre 17 et 18, exactement. Voilà, c'est ça. Et donc il y a cette espèce d'injonction à y aller, et peut-être que là, finalement, on essaie de se reposer la question et de se dire peut-être que la première découverte que je dois faire, c'est avec moi-même, la découverte de mon corps, de mes parties intimes, de ma sensualité, de ma sexualité, et que c'est peut-être la meilleure façon de rentrer après dans la vie sexuelle et dans la connexion avec un autre ou une autre. Et je me permets de rajouter quelque chose, c'est aussi complètement OK de ne pas avoir envie de se masturber, de ne pas avoir envie de se découvrir, de ne pas avoir envie de rapport sexuel. Moi, donc, je le dis, je parle, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, donc j'ai aussi eu beaucoup de témoignages, mais c'est toujours plus parlant de donner sa propre expérience. Moi, on m'a passé toute ma vingtaine à me dire qu'il fallait que je me masturbe pour réveiller en moi un désir sexuel. Parce que ça inquiétait beaucoup les gens, mais vraiment beaucoup les gens qui a passé 20 ans, je n'ai pas eu de rapport sexuel. Le cul inquiète, tu as vu, ça inquiète. Le cul inquiète, et en fait... J'ai fini par le faire, j'ai pris une appli, d'ailleurs il y a des très bonnes applis qui te permettent d'apprendre à découvrir ton corps. Bonne élève. Bah oui, parce que je voyais vraiment pas comment j'allais faire toute seule, j'étais là genre vraiment ça ne m'intéresse pas, donc donnez-moi des indices. Et même si on peut être asexuel, c'est-à-dire ressentir peu ou pas d'attraction sexuelle pour autrui, et avoir du désir sexuel, avoir de la libido, avoir juste envie de se masturber, être excité par une ambiance, mais dans mon cas c'était pas le cas. Tout ça pour dire que du coup je me suis forcée, et le moment où j'ai découvert, j'ai fait genre ouais c'est sympa, c'est pas mal quand t'es stressé ou pour te rendormir le soir, mais franchement finalement c'est pas ma cam. Donc aussi enlever la pression de dire ok on doit remplacer les rapports sexuels à deux par des rapports sexuels seuls. Pas nécessairement. Ouais, non, on va pas remplacer une injonction par une autre, parce que sinon c'est je sais que vous ne y pensez pas, mais du coup, je pense que c'est hyper important de préciser il y a pas d'injonction à se masturber ou se branler. Mais surtout maintenant, c'est un peu genre la libération féminine, genre si tu te masturbes pas, t'es coincé et t'es patriarcal. Et je suis là genre non, peut-être t'as juste pas envie. Et juste, il y a des chiffres qui sont apparus là ces dernières heures ou jours sur la sexualité en France.
C'est une étude qui est parue qui dit qu'il y a 12% de Françaises qui se reconnaissent dans le spectre de la sexualité. Oui. Attends, c'est sorti. C'est dans la même étude. Non, mais c'est dans la même étude de Lélo. Ah ouais, donc j'aurais dû lire là. J'aurais Je n'ai pas ce chiffre-là, mais je l'ai vu. Et je vais te laisser réagir en tant que personne concernée peut-être. Oui, mais 12% c'est beaucoup. Alors c'est beaucoup, et moi en tout cas, et toutes les autres personnes qui travaillent sur la sexualité, ça correspond un peu à notre ressenti, parce que ça fait des années en fait qu'on nous dit 1%. 1% de la population sera asexuelle, ce qui est un chiffre qui a été retrouvé dans plusieurs études depuis le début de la sexologie, donc il y a bien plus qu'un siècle. Sauf qu'en fait, le problème de toutes ces études, c'est toujours la formulation. En fait, comment est-ce que tu le formules, et le problème de la connaissance de soi, je dirais. C'est-à-dire que pour moi, comme pour énormément des personnes à qui j'ai parlé, le fait de ne pas avoir de mots, le fait que la société nous dise constamment que tout le monde, tous les articles, c'est toujours genre tout le monde se rappelle de sa première fois, tout le monde, machin. Le fait qu'on passe notre temps à dire tout le monde est pareil, et ben le problème en fait, c'est que ça crée cette idée que c'est forcément le cas. Donc on n'arrive pas à écouter en fait cette absence d'attraction sexuelle, et donc on n'est même pas capable de penser ce qui nous traverse. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. Il a fallu que j'entende le mot pour comprendre que je ressentais ça. Avant, c'était un impensé. Donc, si on m'avait fait la fameuse question que font les gens qui font les sondages, est-ce que vous définissez asexuel ? Est-ce que vous avez déjà eu de l'attraction sexuelle pour quelqu'un ? J'aurais répondu oui, alors que c'était faux, juste parce que ça m'aurait pas traversé l'esprit que ce ne soit pas, et parce que j'aurais confondu d'autres attractions, peut-être amicales, peut-être physiques, l'envie de faire, je sais pas, des câlins, l'attraction esthétique. Je trouvais que quelqu'un était beau, quelqu'un me faisait rougir de beauté. J'ai écrit tout un livre sur le sujet d'ailleurs, qui s'appelle Libérer de la masculinité, dans lequel je parle des hommes qui me font sourire. Et voilà, donc c'est aussi le fait qu'on parle de plus en plus d'asexualité, le fait qu'on parle de plus en plus de la diversité sexuelle, qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à mettre des mots sur ce qu'elles ressentent. Il y a Denis qui nous dit, dans ce débat, on a le sentiment que nous avons l'analyse féminine des résultats de ce fameux sondage. Ça fait très mensuel féminin de la presse écrite. Et cher Denis, en fait, c'est justement parce que tu te poses cette question-là que sur ce plateau, il y a moi qui suis donc un homme, si tant est que voilà, et trois représentantes, trois femmes. Je suis pas une femme. Non, et toi tu te définis pas comme femme. Donc je ne sais pas s'il y a une analyse féminine ou masculine, mais les hommes, on les entend quand même très souvent parler, et il nous a semblé intéressant de temps en temps donner peut-être d'autres voix pour parler de ce genre de sujet. Si on avait eu une 4e place, il y aurait eu certainement ce qu'on entendrait peut-être par un homme. Non, mais on peut aussi lui rappeler qu'on n'est pas là forcément que mais bienvenue quand même, en tant que femme ou en tant que personne non binaire, mais aussi parce qu'on a étudié le sujet, qu'on connaît un sexothérapeute, ce sont des personnes qui ont travaillé dessus en fait, et spécialistes de ces questions-là. Donc c'est surtout pour ça qu'on est là. Il me semble pas que mes invités soient illégitimes pour parler dessus. Il n'y a pas tant d'hommes aussi qui vraiment s'intéressent à ces sujets et à ce qui se passe, au changement qui se passe à l'heure actuelle. Enfin, moi, j'en vois pas beaucoup. Ouais, et puis aussi, effectivement, comme tu l'as dit, il y a quand même eu, pendant très longtemps, et encore jusqu'à aujourd'hui, les plateaux sur la ménopause où tu as 100% d'hommes. Alors oui, effectivement, c'est un regard, mais aussi d'experts, de spécialistes, de journalistes. Moi, ce que j'observe également dans ma communauté, si tu veux, c'est que, en fait, il y a une compréhension, il y a une écoute aujourd'hui, je pense, de pas mal d'hommes, notamment hétéros, sur ces discours de femmes. Et ils se disent, mais mon Dieu, en fait, il est grand temps, en fait. Il est grand temps, qu'on s'éduque, qu'on prenne la charge sexuelle, qu'on se mette à leur hauteur, qu'on comprenne, et puis aussi, effectivement, qu'on repense la place de la sexualité à la fois dans notre vie, dans le couple. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et il est important, donc on a parlé essentiellement des rencontres, etc., mais au sein du couple. Enfin, je veux dire, pendant très longtemps, la sexo à papa et tous les mantras dans lesquels on a grandi, c'était le sexe, c'est le ciment du couple. Si tu baisses pas tant de fois par semaine, ton couple a un problème. Voilà. Et en réalité, aujourd'hui, on est en train de remplacer ça par l'intimité. Plus que la sexualité, c'est le ciment. Cette complicité, elle peut se construire de 1000 manières différentes. Ça passe pas que se mettre sous un plaid et regarder, binger ensemble notre série, c'est un moment de complicité. Faire des massages, de la tendresse, les papouilles, entre guillemets, sans aller plus loin, c'est également de la complicité. Cuisiner ensemble de concert et se délecter, mais c'est une complicité. On est en train aussi d'explorer finalement tout un champ de complicité qui était un peu remisé parce que sexe tout puissant. Voilà, tout le monde est en train d'évoluer sur ce sujet et puis quand même finir là-dessus.
tout le monde commence à comprendre que le sexe n'est pas un dû au sein du couple. Le devoir conjugal et toutes ces personnes qui se forcent depuis des années, elles sont en train de dire ça y est, maintenant, maintenant je sais que j'ai le droit de dire non. Toi, tu vas faire un travail sur toi et si tu as plus de désir et vraiment tu as besoin de soulager ton érection, va te branler. Il y a Nazou qui dit, le sondage parle-t-il de la définition de rapport sexuel? Alors moi je vais répondre à cette question, non, je pense pas qu'il ne... Je pense pas qu'il définisse. Non. Du coup, ça pose question justement. Parce que est-ce que c'est un rapport pénétratif? Et c'est exactement la question qu'il pose. On peut retourner sur est-il réduit un grand débat au pénétratif? Parce que je pense que les jeunes apprécient aussi des formes de sexualité plus variées, qui sortent du cadre du pénétratif et sortent donc du spectre. C'est ce que tu as un peu expliqué. Et après, sur le sujet il y a que des femmes sur mon plateau, il y a Atnaïd qui dit combien de fois pour parler de l'avortement sur BFM, on a eu un plateau 100% masculin. Effectivement, ça n'arrive pas sur France Info. Bienvenue sur le service public. Sur France Inter, on a François Cros qui est directeur du pôle genre, sexualité et santé sexuelle de l'IFOP. C'est donc lui qui a, je ne sais pas si c'est lui qui a conduit l'étude, enfin le sondage, mais en tout cas il était invité pour le commenter. Il nous dit, avant les Français pensaient qu'il fallait avoir un rapport sexuel 2 à 3 fois par semaine. Aujourd'hui, la notion de sobriété, qui est assez générale, se traduit aussi en matière de sexualité. Et ça est très étonnant, parce que quand on va chercher les antonymes de sobriété, le contraire, c'est gloutonnerie, goinfrerie, gourmandise, intempérance et voracité. Et on voit qu'il y a une charge morale de malade, en fait, derrière tout ça. Ouais. Et une grosse indigestion aussi. Et une grosse indigestion. On est peut-être là, en fait, on a mal au bide. Mais effectivement, parce que dans l'étude, effectivement, il y avait un des arguments qui était, c'est un effet de rébellion un petit peu contre les générations passées. Alors déjà, il y a eu la génération American Pie dont je crois on fait partie. C'est ce que disait Kyle, c'est quand tu as appris tes sexualités avec American Pie, déjà ça partait mal en fait. Ouais, voilà. Et puis avant ça, on a eu quoi? On a vu les années 60, 70, où là c'était la culture du viol à gogo. On n'avait aucune valeur si on couchait pas de tous les côtés. Je peux comprendre effectivement en fait, mais on le voit d'ailleurs, il y a eu des cycles dans les années 80 entre ces deux grandes périodes. Il y a eu beaucoup plus de sobriété. Il y a aussi eu l'épidémie du sida qui était ravageuse. Ouais. Oui, dévastatrice, ravageuse. Je vois quelqu'un est très fort en synonyme et en antonyme. J'adore ça, mais voilà, effectivement, on est peut-être dans une autre phase où on se définit face à la gloutonnerie passée qui a créé une indigestion. Ou alors on peut simplement dire que ces jeunes, ils s'écoutent. En fait, avant, on écoutait... L'un ne va pas sans l'autre, tu vois. En fait, on écoutait beaucoup les discours, en fait, on écoutait beaucoup la société, etc. Et déjà, ils n'étaient pas à l'écoute d'eux-mêmes, de est-ce que j'en ai vraiment envie, est-ce que je me sens prête, etc. Et également à l'écoute de l'autre, est-ce que toi, tu en as envie, etc. Et en fait, peut-être que c'est juste une génération qui a appris l'écoute de soi, l'écoute de l'autre. Du coup, ça replace le consentement au cœur du truc. Et donc, incroyable, quand il y a vraiment un consentement enthousiaste pour faire du cul, on fait moins du cul. Et en fait, quand on le fait, c'est vachement plus qualitatif. Vraiment, on a envie de se bouffer l'un l'autre et c'est extraordinaire. Et on n'a pas forcément besoin de faire 2-3 fois par semaine. En fait, on s'en fout du rythme. Le rythme, c'est quand les deux en ont très envie. Et voilà. Et alors moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal travaillé justement dans mon podcast Free From Desire. C'est quand on est asexuel et qu'on s'intéresse aux relations de couple, notamment avec des personnes qui sont, on dit dans le jargon, allosexuels, donc hétérosexuels, homosexuels, bisexuels, etc., se pose la question dans le couple, du coup, de qu'est-ce que l'attraction sexuelle, mais aussi comment on rentre dans un rapport sexuel. Si on n'a pas naturellement envie de rapport sexuel avec quelqu'un, du coup, et qu'on est dans un couple et on a quand même envie de pratiquer des rapports sexuels, qui décide comment on rentre dedans? Et en fait, ça pose effectivement cette question, parce que moi je crois, et c'est pour ça aussi que j'avais fait ce podcast, je crois que c'est une question que devrait se poser tout le monde, même les personnes qui ne sont pas asexuelles, parce que c'est impossible que dans un couple, 2 personnes en même temps aient envie d'avoir des rapports sexuels, mais vraiment en même temps, les mêmes pratiques, avec la même fréquence. Ça ne fonctionne pas comme ça en fait. À 2, il y a une sorte de consensus qui se crée souvent. Oui, mais je sais pas vraiment. Il y a toujours quelqu'un qui et dans la durée. Genre à chaque fois. Non, mais bien sûr que on se chauffe mutuellement. Ça, il y a forcément un peu ce truc. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, on devrait pouvoir avoir cette discussion de se dire. Quand est-ce que de s'écouter, de parler en fait déjà en amont, de se dire toi quand est-ce que tu aimes avoir des rapports sexuels, le matin, l'après-midi, le week-end, entre 16 et 17 heures, de pouvoir se dire
quel moment du mois aussi, par exemple, notamment pour les personnes qui ont des cycles menstruels, ça peut beaucoup jouer aussi sur l'envie. Est-ce que quand tu sors du boulot et que tu as une mauvaise journée, est-ce que tu as envie de rapport sexuel ou pas? En fait, il y a tellement de discussions à avoir pour après rentrer dans des rapports sexuels avec un petit peu plus d'écoute de l'autre. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes asexuelles qui ne veulent pas, en fait, non pas naturellement, elles pourraient s'en passer très bien et qui disent, moi, avec mon partenaire, on a des rapports sexuels et on est toutes les deux contents de ces rapports sexuels parce que lui a su réduire en fait ses attentes. Enfin, moi en tout cas dans ce que j'ai interviewé, ça a souvent été cette dynamique-là, femme asexuelle, homme hétérosexuel. Mais c'est juste, voilà, c'est pas non plus un panel énorme, ça veut rien dire réellement de la réalité. Mais tu les as rencontrés. Et les femmes avec qui je parlais qui disaient, moi en fait du coup je me sentais écoutée, c'était moi qui décidais, c'était moi qui écoutais les moments où ça me plaisait le plus, en reprenant, j'adorais une métaphore très bretonne de la crêpe, en disant j'adore manger des crêpes, enfin j'aime bien manger des crêpes, mais j'aime pas faire les crêpes, et donc il faut que ça soit le moment où faire la crêpe, ça soit le plus... ça me prenne le moins de choux pour que je puisse apprécier la crêpe, et voilà, je trouve que la métaphore de la crêpe est bien. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais par rapport à savoir identifier ses besoins et ses désirs. Et je pense que, notamment dans les discussions que j'ai pu avoir avec les jeunes sur le podcast La Chose Étrange, là, il y en a quand même une 50aine qui est passée. Il y a vraiment ce truc de, quand on parle de consentement, il faut aussi l'identifier dans sa vie amicale, relationnelle, familiale, et peut-être le sortir aussi de la sexualité. Parce que c'est pas facile, en fait, quand t'es déjà dans des rapports sexuels, il se joue tellement de choses. Des trucs d'ego, de rejet. Évidemment, personne n'a envie d'être rejeté à un moment où t'as très envie. Donc, si t'as appris plus tôt dans tes relations amicales à réussir à... Tu vois, il donnait des exemples sur, par exemple, le shot en soirée où tout le monde te force à boire. En fait, t'as pas envie. Et pression sociale du groupe, tu vois, collège, lycée, évidemment que le conformisme social est hyper important. Et tu vois, apprendre déjà à se positionner, à dire, non, ce shot, c'est le shot de trop, en fait, j'en veux pas. Mais je suis là et je suis toujours en train de faire la fête avec vous et c'est OK. C'est des choses, c'est des apprentissages. Je pense qu'il faut aussi parfois sortir de la sexualité pour pouvoir après les remettre au cœur. Non, je suis hyper d'accord. En fait, j'avais envie de rebondir sur les deux, mais il y a un truc en commun entre vous deux, c'est communiquer sur l'intime. En réalité, il y a fondamentalement, il y a quelque chose qu'on nous apprend jamais à faire et qui n'est jamais représenté ou visibilisé quasiment dans les TV, même séries, cinéma, etc. Et qui a un espèce d'énorme... Enfin, c'est vraiment l'angle mort, en réalité, de toutes les représentations romantiques ou sexuelles qu'on peut avoir, communiquer sur l'intime. Et voilà, que ce soit de dire à quel moment on en a envie, etc. Ou que ce soit de parler de consentement et arriver à transférer le consentement qu'on connaît en dehors de la sexualité dans sa relation intime, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, d'autant plus difficile que c'est invisible et les gens ont encore cette espèce de truc de quand c'est magique, on n'a pas besoin de parler. La télépathie, ça fonctionne. Super, et genre parler, c'est un tue l'amour. Et là, enfin vraiment, je pense que. Voilà. Mais moi, je repense tout le temps à Normal People, la série, la série bonne adaptée. recommandation. Voilà. Et ce qui est incroyable, ça a vraiment été la première série qui a fait ça, c'est que les scènes de cul sont absolument dingues. En tout cas, moi en tant qu'asexuelle, je le dis, je trouve que c'était incroyablement dingue. C'est pour dire. Et elles sont notamment hyper dingues parce qu'il y a cette idée de consentement, de discussion, de demande. On les voit qui discutent avant, après les rapports sexuels de ce qu'elles ont fait. Et puis on voit en fait comment Yael se demande en fait, est-ce que je peux aller plus loin, et est-ce que là ça te plaît, etc. Et on voit à quel point ça peut justement rajouter une couche en fait d'érotisme. C'est incroyable. C'est quelqu'un qui te dit j'ai envie de te faire ça, est-ce que t'en as envie? Et ça s'appelle en fait, c'est ce qu'on appelait avant le dirty talk, quoi, genre parle-moi sale, mais genre parle-moi bien, et c'est tout aussi. Ça marche super bien en fait. C'est juste parler en fait, ça vas-y juste parle en fait. Pourquoi on a tant de mal à communiquer sur l'intime alors que... Déjà, typiquement, on avait des hommes les hommes en sont les plus grosses victimes, j'ai envie de dire, parce que pour le coup, vous allez parler testostérone et masculinité après, clairement, on n'apprend pas aux jeunes garçons à parler de leurs émotions. Donc, à partir de là, si on t'apprend pas à parler des émotions et parler de ses émotions, c'est être faible, t'as déjà tout perdu, en fait. tu vas jamais t'en sortir. C'est une menace. Enfin, vraiment, j'avais écrit un livre sur les masculinités. Oui, je sais, j'écris des livres. Je n'ai pas la matière des nouvelles. Mais effectivement, dans mon livre sur les masculinités, je cite notamment le livre Pourquoi le patriarcat et dedans, en fait, les chercheuses, elles ont montré que l'intimité des hommes
on n'apprend pas l'intimité aux garçons. On leur dit que c'est un truc de fille. Parce que si les hommes se reconnectaient à leur intimité, à leurs émotions, eh ben, ils ne pourraient plus en fait accepter l'oppression des femmes, l'oppression des minorités en règle générale. Et donc, on a en fait cette société dominatrice inégale, elle ne peut exister que si on apprend aux garçons à taire leurs émotions et aux filles à vraiment les taire, mais juste à même plus les entendre, à même plus entendre cette voix en eux, et aux filles à taire ce qu'elles pensent, parce que voilà, encore une fois, ça ferait tomber le patriarcat, quoi. Et nous, on a fait un épisode justement sur est-ce que les mecs parlent de cul et d'amour entre eux, qui sort la semaine prochaine justement. Et c'était super. La réponse est quoi alors? La réponse est multiple évidemment, sinon ce serait trop facile. mais il y a quand même ce truc de gêne à aller dans l'émotionnel. On leur parlait justement, est-ce que tu as déjà fait une déclaration d'amitié à un pote? Et si oui, comment? Et en fait, ils le disent, enfin en tout cas ceux qui étaient autour du micro disaient, non, enfin si, quand on est bourré. Quand on est bourré, il y a un moment où peut-être on se fait une accolade un peu violente, un peu viriliste. Toi, t'es mon pote. Toi, t'es mon pote. Ou alors, à un moment, on a été au fond du seau. Et du coup, à ce moment-là, on s'accorde de se dire t'es là, t'es mon pote et c'est cool. Mais il faut vraiment le lâcher prise total, soit par l'alcool, soit par une montée émotionnelle qui est beaucoup trop forte pour être retenue, quoi. Mais c'est pas naturel et c'est pas appris. Justement, à cet égard, il y a Go Lavier dans le chat qui dit non, les hommes sont largement moins soumis aux injonctions que les femmes. C'est pas tout à fait vrai. Hein. Je pense que c'est sympathique. Elles le sont peut-être de manière différente. Son commentaire est très bienveillant et salut. Je pense que les conséquences sont pas les mêmes. C'est surtout ça. Elles sont peut-être plus dramatiques pour les femmes. On va pas se mentir. Après, l'injonction sur l'homme, elle existe. Il y a une vraie difficulté. Enfin, on parle de difficulté à parler de l'intime, par exemple. Dans ma communauté, les femmes, quelle que soit leur orientation d'ailleurs, expriment qu'elles ont du mal à dire ce qu'elles aimeraient qu'on leur fasse, ou les actes sexuels qu'elles aimeraient pratiquer. Ça, c'est compliqué. Voilà, cette espèce de sentiment d'être en demande. Et quelque part, c'est presque plus facile de laisser faire une forme de script imaginaire que tout le monde s'impose, notamment dans le monde hétéro, plutôt que de verbaliser quelque chose de est-ce que nanana. Il y a vraiment cette notion de peur de gêner, d'être jugé. D'être jugé, c'est ça. Ça reste. Parce que quand même, le truc de perversion, sexuelle, c'est quand même une idée qui est qui ne part pas. Enfin, je veux dire, on pense que notre société elle est de plus en plus libérée, etc. Mais on a tous et toutes grandi avec cette idée que certaines choses font partie de la perversion sexuelle, que trop en vouloir, pas assez en vouloir, tout ça, c'est 36 000 nuances de perversion. Et donc on continue à être influencé par ça, quoi. Alors, il y a ça, mais même sur des actes aussi simples qu'un cuni, par exemple, elles expriment qu'elles ont du mal à demander un cuni parce qu'elles auraient l'impression de mendier quelque chose. Et presque, elles préfèrent ne pas mendier et en plus, souvent se voir opposer un refus, que voilà, elles préfèrent laisser faire ce qui se fait plutôt que d'oser en fait exprimer une envie précise. Mais après, c'est la peur de l'intime. D'un, je pense, la peur d'être mal vu sexuellement, et puis le problème plus général dont on parle depuis tout à l'heure, qui est la peur de se montrer, la peur de l'intimité, qui est vraie dans la sexualité, qui est vraie dans l'amitié, qui est vraie dans tous les types de relations. On nous a juste appris à avoir peur de nos sentiments et à les garder pour nous, et ça, c'est problématique. Et d'où la question que je pose dans mon livre, et que je pense vraiment, que quand j'interviens dans les établissements, je leur dis, en fait, si vous avez peur de parler de sexe avec une personne, est-ce que vous êtes vraiment prêt à faire du sexe avec cette personne ? Qu'est-ce qu'il pose comme question? J'ai envie d'applaudir, mais j'ai un micro dans les mains. Mais non, mais d'ailleurs, alors on a beaucoup de gens ce soir, donc c'est chouette, je suis très content. Mais le sexe attire toujours énormément les gens. Ça marche toujours, on le sait. Merci l'IFOP. On a Flo 2.0 qui nous dit « Je suis là depuis 10 minutes, ça fait tellement du bien de vous écouter. Vous dites des choses à la fois si simples et évidentes pour certains, et si peu entendues et comprises par d'autres. Merci. » Salut Flo, reste avec nous. On a encore 1h30 de stream. Et il y avait Nawal qui nous disait un truc. Pardon Nawal, désolé. Oui, Nawal qui dit « Ça semble logique un minimum d'échange et d'écoute de l'autre ». Alors c'est peut-être logique, c'est pas évident, ça l'a pas toujours été, en plus cette proposition à l'échange. C'est peut-être logique, mais c'est très difficile. Hein. Faut pas, on en parle. Que ce soit entendu par toutes et tous, c'est que c'est vraiment pas facile. C'est un apprentissage, et c'est un apprentissage de la vulnérabilité aussi, d'accepter ce que tu dis. On n'apprend pas à ouvrir ses sentiments, à dire ce qu'on veut. C'est très féminin aussi, hein, de pas oser dire ce qu'on veut et d'oser prendre ce dont on a envie en fait. Donc c'est peut-être logique, mais c'est bon de se le dire souvent, régulièrement. Et de l'apprendre, à nouveau.
Et puis de pas oser, enfin, pas hésiter à en parler avant. Enfin, vraiment, il y a une espèce de même quand voilà, on se dit qu'on va se voir en date, etc. Et j'ai envie de dire, mais enfin, voilà, si vous avez envie de poser des questions autour de comment ça va avoir lieu, mais c'est hyper OK. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Moi, j'ai un exemple typique. La question des dépistages. Des dépistages IST. En fait, les personnes ont du mal avant un date où on sait que ça va être, bah voilà, je le reçois chez moi, je vais chez elle. Enfin bref, on sait que potentiellement, à un moment, bah voilà, il y a une ouverture vers autre chose que juste le dîner. Et du coup, je leur dis, c'est OK en fait de poser la question à l'autre, à quand remontent tes derniers dépistages IST? Et en fait, les gens me disent, mais je vais pas me marier. Enfin, tu vois, en fait, c'est assimilé à quelque chose d'extrêmement sérieux. Ça fait la relou, quoi. C'est d'abord être en bonne forme, c'est sérieux et c'est relou. Ouais, non, mais prendre soin de sa santé et faire attention à celle de l'autre, ah ouais, vraiment, catastrophe. Mais vraiment parce que ça reste, en réalité, le dépistage IST pour toute une génération. C'est le truc que tu fais avant d'enlever la capote, quand tu es dans un couple établi, limite installé ensemble, etc. Alors, je rabats, enfin, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, je rappelle que l'intégralité des actes intimes et sexuels sont susceptibles d'être vecteurs d'IST. Donc, même avec une capote, les autres actes peuvent transmettre. Donc, n'attendez surtout pas d'enlever la capote avant de vous voir. À partir du moment où vous êtes prêt à faire l'amour ou des relations avec une personne, à partir du moment où vous êtes prêt à dater une personne, eh ben, vous devez être prêt à avoir vos dépistages IST à jour. Voilà, c'est une question de respect. Et puis, moi, je trouve que c'est génial de poser les questions qui fâchent. Ça permet de savoir tout de suite ça permet de savoir tout de suite si on a un connard ou une connasse en face de nous. Yes. La question des poils, très très bon filtre à connard. C'est quoi la question? C'est quoi la question des poils? On peut parler. Ce soir on parle de cul, donc parlons de poils. Du coup, moi je suis polyamoureuse et du coup j'ai effectivement de temps en temps de nouvelles partenaires. Et effectivement la question, tu vois, il y a un truc, tu fais mais alors le tri à une vitesse grand V, c'est-à-dire à quand remontent tes derniers dépistages en fonction de la réaction, parce que la personne peut te dire moi ça date un peu, mais il n'y a aucun problème, tu as complètement raison, il faut que je prenne rendez-vous. Super réaction, allez, ça passe. Étape suivante. Je dis moi j'adore mes poils, et voilà, j'espère que tu les apprécieras aussi. Et là on attend la réaction, et c'est super cool, mais en vrai il faut... Moi, je trouve ça plutôt chouette en fait. Ouais, et je me permets, comme on est un peu sur... C'est pas exactement le sujet, mais un petit peu. Je profite d'être là pour les personnes qui n'ont pas de grandes envies de rapports sexuels, que ce soit parce qu'elles sont asexuelles ou parce que juste elles n'ont pas envie. Et il y a 36 000 raisons de ne pas avoir envie d'y aller tout court ou au début. Ne pas hésiter à le dire en fait. Enfin, moi, je sais que c'était longtemps une question, moi, au début, quand j'étais encore en train de dater et que j'ai réalisé que j'étais asexuelle, est-ce que je le mets dans ma bio, est-ce que je le mets pas dans ma bio? Mais en fait, en parler avant, ça évite, ça permet de faire le tri, quoi. Alors, pas forcément dans la bio, mais en parler lors du premier rencard, lors du deuxième rencard. Pas de le dire comme ça en arrivant, salut, je m'appelle blabla et j'ai pas envie de baiser avec toi ce soir. Mais on peut trouver des façons dans la conversation d'amener les choses, de parler du rythme qu'on attend, de parler de notre rapport avec la sexualité et de se débarrasser du coup vite fait, de pas se trouver dans des situations hyper violentes et gênantes et désagréables où on est face à quelqu'un et on n'a pas du tout envie de la même chose et on sait pas comment rentrer chez soi et on sait pas comment dire non et voilà. Et ne pas hésiter à poser des questions sur et toi, quels sont les actes sexuels ou intimes que tu préfères? J'ai une abonnée qui m'a fait hurler de rire. Elle m'a dit, alors moi, je la pose systématiquement et c'est très simple. Alors, elle a une sexualité hétéro et elle dit, quand le mec se sort des positions, c'est mal barré. C'est mal barré. Quand il te sort un truc genre, moi j'aime bien le CUNY ou le 69, etc. Alors là, tu sens que on est dans une démarche beaucoup plus altruiste ou un partage, quelque chose comme ça. Mais c'est hyper intéressant de voir le mec qui te fait le... Parce que la position sollicite un imaginaire, non? Plus qu'une position, non? Parce qu'en fait, déjà, clairement, pour la personne, potentiellement, sexe égale pénétration. Et là, il y a un petit peu d'éducation à faire. Et voilà, et ensuite, on est quand même en train de déconstruire, entre guillemets, ce script que je vais rappeler, qui est pipe, pénétration et Jacques, avec laquelle notre génération, en tout cas, notamment pour les personnes qui ont une sexualité hétéro,
agrandi et voilà, moi je me souviens qu'en l'occurrence, moi j'avais une sexualité lesbienne quand j'ai commencé et j'entendais mes potes hétéros, mes copines hétéros qui me disaient nous c'est pipe, pénétration et Jacques, et je me disais mais quel est l'intérêt en fait? Je comprends pas en fait, du coup vous faites quel est l'intérêt de manger du steak frites tous les jours en fait? Je ne voyais pas l'intérêt et effectivement donc à explorer d'autres choses et ou avoir une personne qui propose autre chose, c'est déjà un signe de voilà, on va avoir un spectre à explorer qui est potentiellement plus intéressant. Et moi j'ai une question pour toi, est-ce que le fait que tu déclares être asexuel potentiellement avec tes partenaires puisse ouvrir à une intimité justement, tu vois, comme si ça pouvait faire des déclics en mode ah ouais en fait il y a d'autres trucs. J'ai pas eu enfin je veux dire il y a énormément une grande diversité dans les personnes asexuelles comme il y en a une grande diversité dans les personnes hétérosexuelles, homo, bi, etc. Moi, c'est vrai que plus j'ai réalisé que j'étais asexuelle et moins je me suis forcée quand même. Et quand j'arrête de me forcer, il y a plus beaucoup de rapports sexuels en fait. Mais j'ai eu des relations intimes depuis. Et notamment une relation où effectivement du coup on était quelqu'un qui adore le sexe pour le coup, qui baise tout le temps, que ça soit clair avec plein de personnes différentes. Et du coup c'était hyper intéressant parce que lui me disait je suis pas là je m'en fiche en fait qu'on couche pas ensemble, je couche tout le temps donc vraiment je suis pas en manque. Et du coup ça nous a permis de redéfinir un petit peu ensemble ce que ça voulait dire pour nous que l'intimité. Donc on a passé des week-ends au lit ensemble à s'écouter, à se demander ce qu'on voulait. Et moi, j'en parle tout le temps parce que c'est un de mes meilleurs souvenirs en fait au lit de toute ma vie, d'être avec quelqu'un qui connaît si bien son corps et sa sexualité et qui sait aussi tout à fait ne pas l'utiliser de façon pénétrative et basique. Et c'est quand même quelque chose qui ressort pas mal. Mais ça rentre dans le champ de la sexualité finalement. Alors moi, je trouve que même, je vais te dire quelque chose, c'est que embrasser, alors pas embrasser un smack, mais genre rouler des pelles. Pour moi qui suis asexuelle, ça me fait le même ressenti que des rapports sexuels. Ça me gêne, je trouve ça chiant. Quand les gens le font dans la rue, je suis là, mais je suis dégoûtée. C'est un acte extrêmement intime. Mais en fait, ça dépend des personnes. Mais pour moi, c'est un acte. Moi, je suis prête à faire d'autres actes sexuels avant d'embrasser à pleine bouche. Pour moi, c'est hyper sexuel et on le dit pas. Et les gens le font dans la rue, mais moi, ça me fait vraiment la même réaction que de voir des gens qui baissent, quoi. Et voilà, c'est pour ça que ça me fait rire quand tu dis la définition du rapport sexuel, parce que moi, à chaque fois, je pense à ça, mais je suis sûre que personne n'a dit c'est déjà faire l'amour. Il y a Nawal qui nous dit il y a toujours une connotation négative quand le mot baise est utilisé sur le plateau. Moi, j'ai pas le droit de dire baise, mais mes invités le peuvent. Moi, il me semble que non. Non, je crois pas. En tout cas, c'est pas ce qu'on voulait y mettre. Bon, alors non. Non, mais je pense que ça a encore à voir avec la vision qu'on a dans notre société où à la fois il faut qu'on ait des rapports sexuels et en même temps c'est vu comme étant quelque chose de négatif, de pervers, de cochon, surtout pour les filles. Je pense que quand on dit baise, c'est plutôt pour dire de façon plus... je vais mettre plus relâché, quoi. Plus relâché. Moi, je vais être hyper claire avec du coup pour Nawal. Moi, ma communauté, chaque été, avant de partir, pour les personnes qui le souhaitent, on fait un sac à baise et on met dedans. Voilà, quelques indispensables. Ce serait beaucoup pour passer des chouettes moments solo ou partagés. Je ne vais pas te demander ce que tu mets dans ton sac à baise. Voilà. T'as envie de savoir quand même. Mais bien sûr que j'ai envie de savoir. On reparlera tout à l'heure. Il y a Capitaine Manette qui me dit c'est la défaite à la saucisse depuis tout à l'heure. Ah, mais oui, mais c'est pas. Pourquoi c'est la défaite à la saucisse? Ça va là. Oui, question. Une société qui fait moins l'amour, c'est une société qui va bien ou pas? Alors, on va revenir sur ce terme, faire l'amour. Non, mais je la pose à dessein. Oui, parce que justement, en fait, le fait de dire tout le temps faire l'amour, ça voudrait dire que si on aime, si on a un cœur, si on est normalement constitué, si on est un être empathique, etc., il faudrait qu'on ait des rapports sexuels. En réalité, avoir des rapports sexuels et être un être d'amour, pratiquer l'amour, comme dirait Bell Hooks, c'est pas la même chose en fait. On peut très bien aimer plein de gens, même romantiquement, mais aussi amicalement, familialement, et ne pas avoir de rapport sexuel. C'est pas parce qu'on n'a pas de rapport sexuel qu'on aime moins, qu'on a un être moins aimant que les générations passées. Puis à l'inverse, on peut avoir des rapports sexuels sans être amoureux et ne pas être une personne misérable, il me semble. Enfin... Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Vous vouliez ajouter quelque chose? Je lis le chat en même temps. Je sais pas, parce que la question de base c'était est-ce que la société va moins bien? J'ai envie de dire la société elle va moins bien indépendamment de ça. Ouais, on en revient. Il y a plein de choses qui vont mal avant ça en fait. Denis, je pensais que tu t'en allais, mais je suis très content que tu sois resté. Cher Denis qui dit quand on dit baise, on a un vieux relent de culture judéo-chrétienne ou au mieux protestante. Ah bon? Bon.
Non, mais ça reboucle peut-être avec le même côté vision négative qu'on peut avoir du sexe, parce qu'en réalité, depuis le début de la culture judéo-chrétienne, on ne sait pas trop quoi en faire, quoi, parce qu'il y a ce côté, d'un côté où les mecs ont été élevés à trouver que les femmes c'était nul, et donc du coup fallait pas trop s'y intéresser. En plus fallait pas avoir trop de passion. J'en parle dans mon livre post-romantique. La passion était très mal vue, la passion qu'elle soit sexuelle ou romantique, parce que c'était du coup on maîtrisait plus sa raison, et puis ça faisait de l'ombre à Dieu, à la passion qu'on pouvait avoir pour Dieu, etc. En même temps il faut bien repeupler, mais cet intérêt pour justement pour repeupler la société, quoi. C'est quoi déjà dans la Bible là, croissez et multipliez. Voilà. En fait, c'est assez récent, quoi. Ça date de la peste noire, vraiment. Avant ça, il n'y avait pas de problème. Les gens avaient des enfants, on s'y intéressait pas trop. Et quand tout le monde a commencé à mourir à cause de la peste noire, il y a quand même l'Église qui a commencé à dire qu'il faudrait faire quelque chose. Comment le marché va survivre, quoi, pour reprendre des termes capitalistes. Qu'est-ce qu'on pense de ce moment du brief du sondage qui nous dit que 48% des hommes, 19% des femmes avouent avoir déjà évité un rapport sexuel pour consulter leurs réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook ou TikTok. Il y a 53% des hommes de moins de 35 ans vivant en couple qui reconnaissent également avoir déjà préféré jouer à un jeu vidéo. Bah, franchement, le rapport sexuel qu'ils devaient avoir en alternative devait pas être ouf, quoi. Et alors, en fait. C'est ta faute, ça, Charline. Tu fais trop de contenu sur Insta. Ouais, non, mais j'en reviens plus. Non, mais ça, je pense que c'est pareil. C'est un truc sociétal de dire c'est la photo jeu vidéo, c'est la photo aux écrans. Évidemment que les écrans sont faits pour nous rendre un peu addicts, donc peut-être qu'il y a une influence quelque part, mais t'as raison, probablement. Le sexe aussi, ça crée ce truc un peu d'addict où plus on en a, plus on en veut. Donc il y a un truc alors, de effectivement, il y a quand même une histoire de peut-être mais en termes de désir, c'est-à-dire quelque chose qui s'est. Imagine, mais le circuit de la récompense du sexe est quand même plus fort que celui d'Instagram. Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûr. Je pense que c'est plus ou moins les mêmes mécanismes du bon sexe. Je n'en suis pas sûr du tout. En fait, je pense que s'il y a ce truc de l'immédiateté dans certains algorithmes qui sont faits pour et qui sont très liés à la société. C'est du vide, du bien. Le porno, c'est ça. C'est, tu vois, faut que ça soit efficace, ça va vite, machin. Pour autant, non, mais ce que je voulais dire par là, c'est genre on devrait vouloir que du bon sexe. Et le bon sexe, en fait, du coup, on devrait pas. Enfin, je pense que le bon sexe devrait toujours être meilleur qu'une vidéo Instagram ou du porno. J'allais exactement parler de ça. J'allais parler de consentement. C'est-à-dire, en fait, si t'arrives au lit et que tu préfères tranquillement être en train de scroller ou de jouer, rien. Enfin, ça veut dire que non, mais voilà, attends d'avoir un consentement enthousiaste, en fait, pour sexer, faire du sexe ou autre chose, en fait. Je tiens à souligner ton mot. Je sais pas si toutes les personnes qui regardent connaissent le consentement enthousiaste. Le consentement, ça suffit pas pour entrer dans des rapports sexuels. Je pense que vraiment, pratiquement toutes les femmes, mais je pense beaucoup d'hommes aussi, ont dit oui, alors qu'en réalité, ils n'avaient pas envie. Notamment quand on nous travaille comme ça à la peau depuis 3 heures en soirée, on finit par dire oui, parce que la société nous a dit il faut que tu aies des rapports sexuels pour être quelqu'un de jeune et cool. On finit par dire oui. Voilà, exactement. Pour se sentir désiré, on finit par dire oui. On dit oui très souvent sans en avoir envie. Consentement enthousiasme, c'est on dit oui avec enthousiasme et on attend que l'autre. Moi, c'est un truc qui m'a toujours vachement questionné parce que j'ai été dans cette situation beaucoup. À quel moment quelqu'un a envie d'avoir un rapport sexuel avec une autre personne et quand cette personne, tu dois la convaincre pendant 3 heures et qu'elle a clairement pas envie? Qu'est-ce qui te motive? Mais si tu as juste envie d'un trou, achète-toi une poupée, achète-toi un sex toys. Mais il faut que les deux personnes soient enthousiastes. S'il n'y a pas d'enthousiasme des deux côtés, c'est non, en fait. Retournez sur Instagram. À partir du moment où tu essaies de convaincre une personne, où tu es en train de négocier avec une personne, c'est que tu es déjà dans la violence sexuelle. Parce que là, j'ai envie de dire, la personne, elle va dire oui, elle a cédé, elle n'a pas consenti, elle n'a jamais consenti. Et c'est vrai que, d'où l'importance, effectivement, du mot enthousiaste. Et voilà. Dans le chat, on a Destunk, t'as de la chance que je te cite ton commentaire, toi, qui dit « Sans être méchant, c'est devenu tellement chiant de draguer une meuf, vu qu'elle se prenne de haut, que ça ne m'étonne pas que les mecs préfèrent jouer au jeu et aller mater des films de cul. » Je sais pas si t'as ta place avec nous, Destunk, malheureusement. Non, mais en fait, en tout cas, il peut aller jouer au jeu et c'est bien qu'il y reste. Non, en fait, ce qu'il est en train de dire, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Ça veut dire incroyable, aujourd'hui, les meufs, elles disent non, quoi. Ouais.
Mais moi C'est je pas suis mèche. ravie, en fait, je suis ravie de lire ce témoignage et de me dire qu'en fait, il se rend compte, que oui, enfin, on est quand même de plus en plus éduqués à pouvoir exprimer nos non, nos limites. Moi, je trouve franchement que c'est une très très bonne nouvelle. Et je lui souhaite de trouver une meuf hyper enthousiaste pour être avec lui. Mais si c'est pas le cas, peut-être peut-il se poser 2-3 questions. Peut-être. Il y a Initial qui émet une théorie, qui nous dit les jeunes qui ont moins de rapports, est-ce qu'on peut pas faire un lien avec la crise du logement Quoi qu'il a peut-être pas tout à fait tort, vu Mais qu'ils vivent évidemment. plus longtemps chez leurs parents. Bah oui. Il y avait une étude qui avait été menée il y a une dizaine d'années chez les Espagnols, notamment, il me semble, je ne sais pas si vous vous rappelez, et qui Mais enfin, qui mettait en corrélation le décalage de l'âge du premier rapport avec effectivement la crise du logement, avec des jeunes Espagnols qui restaient jusqu'à 30 balais chez... Puis il y a Je sais aussi pas si le vous vous problème rappelez de ça. d'insonorisation des colocs. Merci, j'allais dire ça. Non, mais franchement, le bruit, on en parle. En fait, c'est vrai, on n'en parle jamais. Il faut que je me penche sur la question. Non, mais c'est vraiment hyper. Bref. Faut des C'est encore une conditions. question d'intimité Non, finalement. mais il faut des Bien bonnes sûr. conditions. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la métaphore de la crêpe. Non, mais... On adore cette métaphore de la crêpe. Non, mais voilà, il y a un plaisir qui est obtenu lors d'un rapport sexuel dans lequel on rentrerait et on resterait avec enthousiasme. Mais il y a aussi tout plein d'inconvénients. Ça peut être effectivement le regard des autres après. Ça peut être le fait qu'on sait que ça va réveiller quelqu'un à côté. Ça peut être le fait qu'on va être transpirant et qu'après il va falloir se prendre une douche, mais que la douche elle est de l'autre côté de l'appartement. Ça peut être le fait qu'on va être fatigué parce que ça demande beaucoup d'énergie. En fait, tout ça, tous ces éléments qui sont nécessaires pour avoir un rapport sexuel, il faut que les avantages soient supérieurs aux inconvénients. Si on n'a que des inconvénients, si on est dans une voiture, bah franchement, la douche après, le dos, enfin voilà, tout ça, c'est pas génial, quoi. Et encore, je pense que les gens Le qui ont des problèmes rétroviseur explosé. Dans le chat, il y a quelqu'un on qui sent des anecdotes très 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 précises là. Dans le chat, il y a quelqu'un qui nous appelle Cassandre. Justement, Cassandre est là, donc tu es un fan. Alors Cassandre arrive dans 1 minute, le temps que je conclue avec le mot de la fin. On est désolé. Désolé. Et on Chers le prend amis, vraiment très très personnellement aussi quand même. Hein. il est 18h58 passé de 35 secondes. Est-ce que ce serait pas le mot de la fin, parce que j'ai promis de vous laisser partir à l'heure et que Cassandre est arrivée. Le mot de la fin. C'est pas sympa de... Baiser moins pour être heureuse. C'est un joli mot de la fin. Non, restez connectés bien à vous et à vos envies et ne vous laissez pas influencer par la panique générale sur le fait qu'il faut baiser ou réarmer la France. Ouais. Et non, c'était pas mieux avant quand on nous obligeait effectivement à baiser. J'ai envie de dire, bite à l'air. Non, c'est effectivement, écoutez-vous, tracez votre chemin, continuez à vous éduquer. Petit message, aux hommes. En fait, c'est un travail collectif, c'est un travail sociétal. Donc vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux, à vous éduquer. Et franchement, continuez. Et je pense que on va développer des nouvelles intimités et on sera ravis que vous en fassiez partie. 18h59, passé de 33 secondes. Merci Aline Laurent-Maillard, merci Charline Vermont, merci Kitri Chadefaux, merci à toutes les trois de nous avoir fait l'amitié de vous être transportés un jeudi soir au 3e étage de la Maison de la Radio. Je vous chasse du plateau de manière très très élégante. Et oui, Cassandra arrive. Et revenez bien sûr quand vous voulez, ce sera avec un plaisir identique. J'ai le plaisir donc de vous présenter Cassandre et Marine Proté, installez-vous. Vous avez de l'eau, servez-vous, vous avez un micro. Alors plutôt là. Ouais. Ouais. Comme ça on a la caméra sur vous. Vous avez de l'eau, vous avez un micro. Le micro, il faut lui parler bien dedans. Bienvenue, chers amis. On a changé de plateau, donc vous avez vu, il y a de nouvelles personnes. On change de thème, mais on ne va pas très loin. On va frapper à la porte d'à côté, celle de l'image de soi, celle du corps exacerbé, celle du mec qui veut faire mec et qui a peur qu'on dise de lui qu'il est moins mec que les autres mecs. On va parler de ces garçons qui sont obsédés par leur taux de testostérone. Ils squattent les salles de sport, ils sont obsédés par leurs muscles, ils avalent de l'hormone, ils se piquent à l'hormone. Et ils racontent tout ça sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Ils sont de plus en plus nombreux, en tout cas suffisamment pour qu'une consoeur bien avisée leur consacre un très long papier, très documenté et par ailleurs très bien écrit. Ça s'appelle « Ces hommes obsédés par leur taux de testostérone et l'idée d'être un peu moins des hommes ». Un papier à retrouver sur le site de l'ADN qui est signé par Marine Proté et qui est justement avec nous. Salut Marine. Salut. Marine, tu es journaliste chez l'ADN. Tout à fait. Et on va donc parler d'hommes et de testostérone ce soir avec toi. À tes côtés, Cassandre. Cassandre, toi, t'es streamer spécialisé sur les questions LGBT, QIA+, en gros. Marine, ton papier, il démarre à partir de quoi ? Alors moi, en fait,
À la Pour ceux base, qui je ne l'auraient pas suis encore le secteur de la tech, donc a priori, on peut se dire rien à voir avec la testostérone. Et en fait, j'ai remarqué que il y avait, chez les tech bros, les Marine, mecs tu as de la aussi tech. un fan. Hein. Ah, bon, bah, super, je suis Pas que rassurée du coup. Pardon, je t'ai coupé. Et oui, il y a cette espèce d'intérêt pour la performance de soi, le better self. Et dernièrement, ces derniers mois, il y a eu l'émergence d'événements qui s'appellent des tea parties. En fait, c'est des événements dans lesquels, alors c'est un peu anecdotique, mais en même temps, je trouve que ça reflète bien ce mouvement général, cet intérêt pour la Alors le tea testostérone. avec un T, hein, donc pas, Ouais. pas les tea parties. Oui, mais bon, le jeu de mots est là quand même. Mais donc ils viennent, en fait, ils se réunissent par 20, 30 et ils se font tester leur taux de testostérone en groupe. Ils mangent aussi des repas particuliers censés booster leur taux. Donc c'est des steaks d'abats, du kéfir maison. Ce genre de choses, et ensuite ils s'échangent en fait des conseils pour booster leur taux naturellement. Et voilà, donc cet événement est assez particulier, ça concerne quelques mecs de la Silicon Valley, mais n'empêche que je trouvais qu'il y avait aussi ce discours-là en France, en fait, chez d'autres, chez des personnes qui vont pas forcément des tea parties, mais qui ont cet intérêt pour la testostérone parce que c'est un discours ambiant chez des influenceurs fitness ou des influenceurs aussi un peu masculinistes, et avec ce discours en fait qu'il y a un problème de baisse du taux de testostérone dans la population On va en globale. parler après. Ouais. D'accord, oui, pardon. Non, mais je t'en prie. Et donc voilà, c'est de là d'où est parti mon intérêt pour ce sujet. Et après, ce qui était intéressant, c'est de voir que c'est une hormone aussi qui... ce sujet, on peut l'aborder sur plein d'angles différents. Ça touche plein de communautés en fait différentes. Et voilà. Oui, bah moi du coup sur Twitch, j'ai beaucoup tendance à observer et à commenter, à réagir un petit peu à pas mal de discours réactionnaires, etc. Bah, notamment Marine dans son article cite une de mes vidéos que j'avais fait sur la base justement d'une vidéo de Thaïs Descuffon qui parlait de la disparition du tôt de testostérone, etc. Et ça inquiète beaucoup. Hein. Ça inquiète énormément. c'est vraiment apparemment gros ça sujet. Va disparaître. Et moi-même du coup qui lis ça aussi avec ma propre expérience d'homme trans, où bah du coup je suis aussi un homme qui surveille. Toi, t'as rencontré la testostérone. J'ai rencontré la testo, je connais mes taux par cœur. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'en observant, je me suis du coup beaucoup intéressé aux questions de masculinité. Et en fait, en observant les trucs, les paradoxes un petit peu du discours masculiniste, dans le sens où ça va être des discours qui vont beaucoup parler de la masculinité, le retour au naturel, le retour un petit peu à cette identité un peu d'homme des cavernes, etc. Mais par contre, avec une activité sportive qui est tout sauf naturelle, puisque littéralement on pousse de la fonte avec des mouvements répétés qui ne sont pas des mouvements naturels, c'est pas des mouvements de travail quotidien, avec du coup des hormones de synthèse, etc. Et un petit peu ce paradoxe-là qui en fait rentre totalement dans ce que moi en tant que personne trans j'aime beaucoup observer, parce qu'on parle beaucoup du genre quand c'est spécifiquement les personnes trans, mais dans le fait que les masculinistes aussi créent du genre et ont des parcours un petit peu de transition mais dans leur propre genre, et ce qui est assez marrant en fait. Et puis quand tu dis naturel, souvent en fait ils veulent aller plus loin que le taux classique qui est une fourchette déjà assez large, mais ils veulent encore plus de testostérone. Il y a Volca dans le chat qui dit: si j'entends le terme masculinité toxique, je me fâche, ça va arriver dans 30 secondes. Ne bouge pas. Parce que oui, dans tout ça, dans cet environnement-là, dans cet espace-là, il y a de la masculinité toxique. Je vous pose la question. Oui, après, c'est jamais... Enfin, moi, dans le papier que tu citais, j'ai interviewé des hommes qui... Ou des effets, c'est plus ça, c'est plus des effets des masculinités toxiques. Du fait de prendre de la testostérone ? Eux vont dire, en tout cas, que... déjà, en plus, eux ressentent des effets, mais c'est difficile de dire est-ce que c'est vraiment la testostérone, est-ce que c'est un effet placebo. Même scientifiquement, il y a plein d'effets de la testostérone qui ne sont pas 100% prouvés. Mais eux disent, je pense à une des personnes que j'ai interviewées, qu'il avait l'impression de rentrer plus facilement dans les gens, d'être plus viril, d'avoir plus confiance en soi. Il va pas ne se définit pas comme un masculiniste, mais n'empêche que dans son discours, c'est vrai que le fait de prendre de la testostérone, de rentrer plus facilement dans les gens, ça pourrait faire partie d'une Oui, forme ça, c'est ce que j'ai lu, c'est très bizarre comme... ça me permet de rentrer plus facilement dans les gens. Écoute, quel infini bonheur. C'est ce qu'il m'a dit. Parce que après, moi, j'aurais tendance à dire que la toxicité, quelque part, elle est en amont. Dans le sens où, à partir de quel moment est-ce que tu as le sentiment, en tant qu'homme, d'avoir tellement échoué
simplement en vivant ta vie normale que tu as besoin de faire tous ces trucs-là en fait. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'ai du mal avec le terme de masculinité toxique parce que à mes yeux, il y a la toxicité en effet envers les autres et particulièrement envers les femmes, mais il y a aussi la toxicité qui est d'abord rentrée en soi. Et en fait, pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là que ce terme m'intéresse, puisqu'en fait, c'est quel degré de détresse en fait est-ce que ça exprime en fait tout simplement, parce que très très souvent ce qui est intéressant avec la testostérone, c'est que comme il y a un aspect biologique, il y a un côté, t'as ton hormone, t'as tes taux hormonaux et c'est un peu comme ta jauge en jeu vidéo, tu regardes que ta jauge et en fait ça donne presque une réponse un peu magique, un peu, et d'ailleurs le biologique qui a un attrait particulier puisque le corps qui est ce que tu considères qui est intouchable, qui ne bougera pas, etc., il y a un essentialisme autour du corps et en fait beaucoup d'hommes qui se sentent mal dans leur masculinité, beaucoup de communautés incel comme on appelle sur internet. Il faut que tu rappelles à ceux qui nous rejoignent ce que sont les incels. Incel, c'est on involontairement a fait un célibataire. stream dessus il y a quelques jours, mais peut-être qu'il y en a. Pardon, je t'ai coupé. Donc c'est les célibataires involontaires, c'est ceux qui considèrent que pour plusieurs raisons X ou Y, ils sont célibataires alors qu'ils ne devraient pas l'être et que finalement c'est malgré eux. Donc ils vont avoir plein de choses pour justifier ça et qui en fait très très souvent leurs discours de justification vont être très biologiques parce que la forme de leur crâne n'est pas la bonne, parce que leur taux hormonaux n'est pas le bon, etc. Et du coup en fait que dans cet essentialisme là il y a une profonde dépression et en fait du coup d'où ça vient, et ça vient notamment d'une forme aussi de compétition entre hommes que j'identifie un petit peu comme cette toxicité qui est d'abord rentrée en soi, et c'est pour ça que pour moi le terme de masculinité toxique doit d'abord s'intéresser à comment justement aller plutôt dans le soin plutôt que dire oh là là MDR vous êtes trop ridicule avec votre gonflette quoi. Ouais. Et surtout que moi quand tous les témoignages que j'ai eu, alors je sais pas si c'est lié au hasard ou s'il y a quelque chose, mais à chaque fois ils me signalaient quand même un espèce de parcours, dans leur parcours de vie, un moment où ils se sont sentis un peu faibles, soit parce qu'ils n'arrivaient pas à prendre de la masse étant ado, qui se sentait moqué par rapport à ça, soit parce que y en a un qui m'a dit qu'il a été diagnostiqué avec la maladie de Crohn, qu'il a dû arrêter le sport. Enfin, à chaque fois, en fait, il y avait quand même une espèce de fragilité, en fait. En tout cas, eux, le justifiaient comme ça, et ça venait naturellement, en fait, dans leur façon d'expliquer pourquoi ils avaient ressenti le besoin aussi d'aller à la salle, etc. Il y a des cibles qui disent ça dans le chat, c'est faire de la muscu sous couvert d'esthétique en se transformant de plus en plus en quelque chose de pas joli. Ça cache clairement un besoin de compenser une fragilité intérieure. Alors, c'est un autre discours un peu biologisant, psychologisant peut-être. Tu as rencontré ton papier, il commence aux États-Unis. Avec ce dont tu parlais, avec les tea parties, avec les prises de sang, les dégustations de kéfir maison, les steaks de foie. Mais après, tu traverses l'Atlantique et tu continues avec Aix-en-Provence et tu as rencontré Robin. Robin, lui, il s'injecte pas de testostérone, en gros, parce qu'il semble que pour lui, il estime que c'est dangereux, je crois. Hein. C'est un autre profil, Robin Oui, c'est un peu celui dont je parlais qui a été diagnostiqué avec la maladie de Crohn. Oui, parce qu'il y a ceux qui s'injectent de la testostérone. Ceux-là, je les ai surtout rencontrés chez la communauté gay, parce que c'est un autre papier d'ailleurs qui parle de ça. Il y a un gros tabou en fait dans cette communauté où là, on s'injecte de la testostérone plus parce que pour le côté esthétique, mais aussi pour compenser ça c'est pas moi qui le dis, c'est un Fred Bladvouk, un militant de l'association AIDS, et il dit en fait il y a comme on est gay, on est considéré un peu comme des sous-hommes. L'épidémie de sida est aussi passée par là, où on a été renvoyé à des corps très maigres, des corps malades, et de prendre de la testostérone, en fait, c'est un moyen d'être aussi homme que des hommes hétérosexuels. Donc, pardon, j'ai fait complètement un pas de côté par rapport à ta question. Non, surtout tu me grilles ma question de la page 9. C'est très perturbant. Mais du coup, oui, désolé. Du coup, il y a ceux qui s'injectent, et Robin, lui, était plus dans ceux qui complémentent, qui essayent de booster naturellement, c'est le terme qu'il utilise, mais effectivement, il n'y a pas grand-chose de naturel. Enfin, il dépense quand même 150 € en complément alimentaire chaque mois. Il se pince sa masse graisseuse très régulièrement pour voir si elle n'est pas au-dessus de 15%, parce que c'est aussi un critère qui permet de... Qu'est-ce qui se passe au-delà de 15% dans la tête de Robin ? Alors, aux yeux de Robin, il produirait trop d'œstrogène et ça changerait sa silhouette, et il estimerait qu'elle serait trop féminine. Parce qu'en fait, il y a vraiment on le retrouve aussi sur le forum Reddit R Testostérone, où ça rassemble en fait tous les mecs qui sont un petit peu obsédés par cette question, et ils ont vraiment cette obsession de ne
pas ressembler à des femmes. Et même les effets des stéroïdes, il peut y avoir un effet de gynécomastie, donc de développer une poitrine. Des tétons, de poitrine. Et ça les inquiète beaucoup. Donc c'est vraiment assez obsessionnel. D'autant que quand tu surdoses la testostérone, il y a un phénomène qui s'appelle l'aromatase. En fait, la testostérone se transforme naturellement en œstrogène. Donc pour moi, ça fait partie des paradoxes que j'adore là-dedans. Mais c'est marrant parce qu'en effet, dans les milieux conservateurs sur Internet et notamment sur YouTube, cet enjeu de la testostérone, moi, les discours que j'ai commencé à avoir, c'est sur l'angoisse de l'œstrogène justement, et notamment tout le discours sur les hommes soja dont on a pu entendre parler un peu partout. C'est parce que ça partait d'une espèce de mauvaise interprétation de la science, où en fait, qui disait qu'en gros, dans le soja, il y avait, le soja favorisait la production de phytoœstrogènes. Alors les phytoœstrogènes, c'est rapport à la botanique, donc ça n'a rien à voir avec les êtres humains. Mais comme ils avaient vu œstrogène dedans, nous ne sommes pas des plantes. Mais comme ils avaient vu œstrogène dedans, du coup ils disaient si on mange du soja, ça va nous féminiser. Et en plus, comme c'était à peu près la même vague un petit peu, où il y a eu un petit peu le développement de pas mal de contenus pro-féministes, végétariens, et un petit peu toute cette explosion sur Internet à peu près à ce moment-là, du coup ils ont beaucoup ciblé des hommes pro-féministes qui considéraient comme des hommes soja, qui du coup parce qu'ils étaient végétariens avaient mangé du soja pour compenser la viande, et que du coup à cause de ça étaient devenus féminisés. Du coup c'est pour ça qu'ils se faisaient marcher dessus par les salles féministes qui... Bref. Et alors je crois que c'est Daisy Le Tourneur qui cite ça, mais que dans la bière il y a beaucoup de phytoestrogènes et que ça n'inquiète pas du tout. Ça ne semble pas embêter les stades en tout cas. Il y a Tikal qui dit en France et à l'extrême droite, il y a les active clubs aussi qui sous couvert de sport supportent un discours super masculin et raciste. Ce sont des gens que vous avez déjà rencontrés? Alors, c'est d'autres réseaux. C'est des réseaux qui sont beaucoup plus liés au réseau, d'action directe fasciste. C'est beaucoup autour de salles de sport, etc. C'est un peu plus du masculinisme, un peu à l'ancienne. Mais en effet, on y retrouve dans ces réseaux-là, à peu près... Oui, un peu ces mêmes phénomènes autour de la muscu, et une présence en effet de supplémentation en hormones qui souvent parfois peut être assez critiquée, assez moquée sur Internet par des influenceurs fitness et tout, en mode ils sont chargés, ils font genre ils poussent. Voilà. Cassandre, dans un de tes podcasts où tu réponds, que je l'ai écouté tout à l'heure, toutes les questions que se posent les gens sur les personnes trans, il y en a un qui te demande si la prise de testostérone t'a rendu agressif. Et, il me semble que tu lui réponds non, mais qu'au contraire ça te tranquillisait plutôt. Qu'est-ce que ça fait la testostérone? Alors... Déjà, il faut différencier la testostérone. C'est celle qu'on ajoute. C'est ça, en fait, parce qu'il faut différencier la testostérone quand on est dans une supplémentation, dans une transition, donc une substitution hormonale. De médecine. C'est ça. Donc, moi, j'ai eu un parcours de substitution hormonale, c'est-à-dire que mon corps naturellement produit des œstrogènes et de la progestérone, et du coup, j'ai pris une dose de testostérone de façon à ce que mon corps soit satisfait de la dose hormonale et arrête de produire de l'œstrogène et de la progestérone. Alors, oui, je voulais revenir là-dessus sur l'œstrogène, parce qu'il faudrait apprendre aussi à ces mecs-là que s'ils ont peur de l'œstrogène, il y a des bloqueurs d'œstrogène qui existent, parce que tu peux très bien produire beaucoup de testostérone, mais aussi beaucoup d'œstrogène. Enfin, globalement, le corps est magique. Donc bref, moi, du coup, j'ai fait cette transition-là. Ce qui fait que, en fait, j'ai amené un taux d'œstrogène normal, entre guillemets, lambda, qui était dans la moyenne, à un taux de testostérone qui est dans la moyenne. Donc ça fait que... Et en fait, c'est généralement la surdose hormonale, et c'est les déséquilibres hormonaux qui vont créer du coup des déséquilibres de l'humeur. Donc moi, dans mon cas, non seulement je suis resté dans une dose plutôt moyenne et qui me convenait dès le début, et en plus de ça, ça a un petit peu tué du coup ma dysphorie de genre, qui était du coup la raison pour laquelle j'ai transitionné, qui était que j'étais pas du tout à l'aise dans mon corps en tant que fille, et du coup ça a tué du coup ces angoisses-là, qui fait que ça m'a beaucoup plus tranquillisé. Mais c'est vrai qu'il y a tout un fantasme autour de la testostérone, comme quoi ce serait par essence l'hormone de l'agressivité, l'hormone de la violence, et c'est un stigmate qu'on peut retrouver y compris envers les hommes trans, qu'on verrait comme du coup maintenant qu'ils ont transitionné, ils vont devenir violents et dangereux, etc. On n'est pas plus violent et dangereux que les autres mecs, tout simplement, il y a des... là-dessus aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans les études, souvent, c'est effectivement l'hormone de la violence, de l'agressivité, soit ça peut être aussi l'hormone de la performance athlétique ou même intellectuelle. Et, tu parlais des prisons américaines, je crois, dans ton papier. Oui, voilà, ça c'est Daisy Le Tourneur qui revient là-dessus. Elle s'appuie sur le travail de 2 chercheuses américaines qui ont un peu démystifié en fait tout ce qu'on dit autour de la testostérone en revenant sur les études qui ont été menées. Et donc par exemple, pour évaluer l'agressivité qui pouvait résulter de la testostérone, on est allé voir des prisonniers américains qui sont généralement issus de la population afro-américaine. Mais par contre, quand on étudie la testostérone chez les traders, c'est pour voir est-ce qu'ils sont plus performants, est-ce qu'ils prennent plus de risques, etc. Donc il y a quand même toujours aussi
Enfin, on y met un peu ce qu'on veut, et c'est quand même globalement une hormone aussi assez positive. Enfin, même si l'agressivité, on pourrait... Ce n'est pas forcément un sentiment Voilà. immédiatement positif. Mais par exemple, les oestrogènes n'ont pas du tout ce statut-là, quoi. C'est encore une fois des C'est l'hormone de la qui bouffée de disent chaleur, ça. l'oestrogène. C'est les bouffées de chaleur. on Non, dit ou alors jamais, l'hormone de l'hystérie. Ou l'hormone voilà, de l'hystérie. exactement, Oui. ouais. Des règles, de l'hystérie, tout ça. Il y a Prédaï qui dit le parallèle stade bière mascu est un peu méprisant, c'est vrai, et je m'en excuse. Et c'est pas tout à fait, c'était pas l'objet de mon propos. D'autant qu'il y a Prédaï. souvent une vision de classe un petit peu derrière tout ça. C'est qu'on va voir des hommes qui travaillent beaucoup leur corps. Alors bon, ce que tu as vu à la Silicon Valley, c'est plutôt, j'imagine, enfin, pardon, en Californie, c'était dans la Silicon Valley. Oui, c'est ça, c'est... ouais. Il y a beaucoup ce côté tech bro qui est dans une classe sociale assez particulière, mais très très souvent on confond ça avec la pratique du sport et la pratique de la muscu qui se fait du coup plutôt dans des classes sociales, plutôt prolétaires, etc. Et on va un petit peu mettre en parallèle ces discours masculinistes-là qui en effet peuvent rentrer dans les salles de sport en général, mais on va avoir tendance un petit peu à mettre ce calque de beauf violent, agressif qui pousse à la salle et être un peu aveugle à un peu à ce discours de classe là, parce qu'en effet tu vas prendre un mec qui est très très bien dans sa peau, qui est journaliste, pardon, mais qui est journaliste, qui a un très bon Ça statut arrive à des gens social. très bien. Il aura peut-être beaucoup moins besoin de prouver sa supériorité, puisque au niveau de l'échelle sociale il sera déjà en haut, donc il y a plus de compétition à avoir, quoi. Ouais. On peut faire le parallèle, effectivement, avec la communauté gay. Il pourrait y avoir un peu ce besoin de se supplémenter parce qu'on est mal considéré. Exactement. Il y a des stunts qui disent juste comme ça, alors si on ne sait pas, on répond pas, mais il pose la question. Juste comme ça, comment on produit de la testostérone à s'injecter? Est-ce que c'est purement chimique? Le monde pharmaceutique est magnifique. Mais toi, tu le connais, Cassandre. Non, mais oui, en effet, c'est ça, c'est l'androtardil. C'est des hormones de synthèse. Donc voilà, je ne saurais pas dire la recette. C'est un médicament, on peut dire, à la base, qui est donné soit effectivement aux personnes trans, aux hommes trans qui veulent transitionner, ou alors aussi à des hommes en fait, qui ont une vraie carence en testostérone, en fait, qui n'ont pas fait leur puberté, par exemple. Donc c'est d'ailleurs même pas prévu pour les hommes trans. C'est-à-dire que donc dans les... En fait, c'est ça, c'est que dans le monde du médicament, tu as ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché. Et en fait, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour la testostérone spécifiquement pour les transitions. Pareil pour les hormones féminisantes pour les femmes trans. Et en fait, ce qui fait que quand il y a, par exemple, régulièrement, quand il y a des ruptures d'approvisionnement sur la chaîne de production, donc il y a régulièrement en fait des ruptures de stock en testostérone et certaines pharmacies, en tout cas il y a une circulaire qui est passée il y a assez longtemps, qui encourageait les pharmacies à privilégier les publics pour lesquels il y a une autorisation de mise sur le marché, donc plutôt les hommes cis et les personnes intersexes qui sont donc considérés comme ça, mais pas pour les hommes trans, ce qui peut être dangereux pour des hommes trans qui par exemple ont fait une hystérectomie et donc qui, quand il y aura plus de testo, vont pas reprendre leur cycle hormonal classique et n'auront juste plus d'hormones. Enfin bref, pour ça. Ah oui. Mais oui, ça c'est un autre problème en termes, mais bon, ça c'est... Mais alors maintenant, c'est quelque chose qu'on peut te prescrire. C'est quelque chose qui t'est prescrit. C'est quelque chose en effet qui est prescrit par, ça peut être par un endocrinologue, un médecin généraliste dans le cadre de parcours de transition. Mais quand je parle d'autorisation de mise sur le marché, c'est que c'est du coup sur la liberté de prescrire du médecin et c'est pas prévu comme ça dans la chaîne d'approvisionnement. Et après, ceux qui en prennent et qui n'en ont pas besoin. C'est ce qui fait aussi que c'est pas testé spécifiquement sur les hommes trans. Bon, à force de l'utiliser, on sait comment ça marche, mais du coup, on manque aussi des tests et voilà. Non, je voulais dire oui, et ceux qui n'en ont pas besoin mais qui en prennent du coup arrivent à se fournir, soit parce que c'est aussi en vente sur internet sur des sites en fait qui sont très accessibles et qui sont même pas sur le dark web. Parce que c'est des substances qui sont pas autorisées en France. En fait c'est même l'androtardil. Il y a des médicaments qui reproduisent en fait la molécule de l'androtardil, juste c'est pas labellisé comme androtardil et que est facilement accessible en ligne. Ou alors j'ai aussi eu des gens qui m'ont dit qu'ils se fournissaient justement chez des amis trans qui restaient un peu parce que on peut faire son propre dosage un peu, voilà, donc ils peuvent leur en rester, ils le revendent ou le donnent à des gens qui n'en ont pas forcément besoin pour raison médicale. Donc voilà, il y a toutes sortes d'autres produits. D'ailleurs, il y a des gels qu'on peut s'appliquer qui sont là aussi normalement prescrits si on a un déficit, mais moi j'ai eu un homme qui l'utilise juste parce que ça lui permet de gagner 2 kilos de muscles. Mais donc voilà, il y a toutes sortes de choses. C'est Preciado qui, dans son livre, parle des gels qu'elle se met sur la peau. Dans Testo Junkie, oui. Il y a Nawal qui dit c'est dangereux l'auto-administration. Non. Oui et non. Oui. Oui, enfin,
C'est toujours mieux. En fait, l'avantage du suivi médical, c'est que tu as régulièrement, d'ailleurs, je l'ai fait en début d'année, lol, tu as régulièrement des prises de sang pour savoir un petit peu quels sont tes taux. Et ça te permet aussi de contrôler le taux de cholestérol, parce que du coup, forcément, c'est un médicament qui est processé par le foie. Du coup, voilà, il y a ces trucs à surveiller. Mais en fait, dans l'androtardil, donc qui est une fiole avec une dose spécifique, c'est une dose qui est considérée comme une dose standard. Donc, tu peux pas faire de surdose avec ça, à moins que toi-même, tu aies déjà une production de testostérone qui soit déjà particulièrement élevée. Donc, l'automédication peut être dangereuse si, en effet, t'as pas les connaissances. Ce qui, dans la communauté trans, est moins le cas. Parce que dans la communauté trans, on a beaucoup d'associations, on a développé aussi tout un savoir communautaire et tout un savoir par l'expérience. Comme je disais, l'androtardil, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, donc il n'y a pas eu de test spécifique pour les personnes trans. Mais à force de l'utiliser, on a cette expérience-là. C'est ça, on a des années de retour d'expérience là-dessus. Ce qui fait qu'on peut s'orienter les uns les autres. Je sais beaucoup moins si c'est le cas de la communauté fitness, parce qu'en plus, il y a un business derrière aussi qui peut fausser un petit peu tout ça. Donc, je sais qu'il y a pas mal de... souvent, c'est en polyconsommation avec d'autres avec d'autres anabolisants. Alors, soit d'autres anabolisants, des compléments alimentaires, parfois d'autres drogues aussi, parce que ça c'est plus dans la communauté gay, mais quelqu'un qui me racontait que c'est souvent, comme c'est le culte du corps performant, ça peut être aussi le culte de la performance sexuelle, et du coup c'est accompagné de drogues de type chemsex, et donc oui, ça peut être dangereux. Et un endocrinologue me disait qu'en fait, il voyait jamais quasiment les hommes qui avaient vraiment un problème d'addiction, on peut dire, à la testostérone, parce qu'ils consultent pas, et que quand ils viennent, en fait, c'est généralement juste pour avoir une prescription d'hormones parce qu'ils ont pris trop de stéroïdes et que leur hormone naturelle ne fonctionne plus. Donc voilà, c'est pas pour sortir du cycle là. Donc oui, je pense que l'automédication n'est pas... Dans ton autre papier, donc, qui traite plutôt, donc tu as plus anglais sur la communauté gay, si je le résume en gros, c'est qu'il y a un tabou qui est énorme autour de ça. Tu l'expliques comment on t'a raconté ça? Cassandre, tu as peut-être ton mot aussi à dire. Alors, on me l'a raconté parce que, quand j'ai fait ces recherches pour avoir des témoignages de... une partie de la communauté gay, une partie évidemment. Il existe une communauté gay. Voilà, un homme me parlait des gym queens notamment. Donc les musclores de la salle de sport. Voilà, c'est ça. Mais qui peut aussi toucher. J'ai un homme qui a une 50aine d'années, qui se définit absolument pas comme une gym queen et qui pourtant a cédé au fait de se supplémenter en testostérone, parce qu'il dit, en fait, au bout d'un moment, ils me l'ont tous un peu dit, mais pour rester baisable, quoi, en gros, passer un certain âge, il faut avoir ce corps quand même hyper musclé, et pour l'obtenir, en fait, c'est d'aller à la salle, ça suffit pas, quoi. C'est pour regagner en masse, c'est un passage obligé. Ça, tous les hommes à qui j'ai parlé m'ont dit ça, parce que ils se comparent, et par contre ils parlent d'un tabou parce que ils voient des mecs hyper musclés, mais par contre il y en a un qui me dit, quand tu leur en parles, t'as l'impression d'avoir tué leur mère, quoi, si tu leur dis tu prends de la testostérone. Donc voilà, et c'est après, ça vient de l'explication, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, parce que j'ai dévoilé ta question, mais voilà, qu'il y a ce côté, on veut être aussi homme que des hommes hétéros, ça c'est une des personnes qui me le disait, et dépasser un peu ce corps maigre d'homme post-sida, etc. Mais voilà. Il y a aussi un grand culte de la jeunesse dans la communauté gay, parce qu'en fait, quand on parle de tout ça, on parle beaucoup des milieux festifs, des milieux de baise, et beaucoup de... En fait, dans les parcours LGBT, généralement, très souvent, tu as un premier passage où tu découvres ta sexualité, t'expérimentes, tu vas baiser à droite à gauche, et puis après, tu te cases et tu sors un petit peu des milieux festifs. Donc, c'est très souvent des gens qui restent un petit peu dans les milieux festifs et qui se retrouvent en fait face à cette angoisse de milieux festifs qui sont toujours remplis de nouveaux petits jeunes qui arrivent, et du coup, cette compétition sexuelle. C'est ça, exactement. Et du coup, cette angoisse. Et du coup, si tu ne peux plus rajeunir, tu peux au moins avoir un corps bodybuildé et parfait, etc. Moi, c'était d'ailleurs, sur la question du VIH-Sida, c'était un truc qui était traité de façon assez sensible dans la série du début des années 2000, Queer as Folk, où tu as un personnage justement qui est séropositif, et son mec découvre, en le surprenant, que il s'injecte de la testostérone et tout, et il comprend pas, il est en mode mais t'as pas besoin de ça, t'es déjà magnifique, tu vas déjà à la salle et tout, et il lui dit non mais tu comprends pas ce que c'est d'avoir eu une sentence de mort, etc. J'ai envie de profiter de ce corps, j'ai envie d'en faire quelque chose. Et ça, c'est un truc aussi qui revient beaucoup, ce truc de... Parce que il y a
une temporalité qui n'est pas forcément la même dans les parcours queer et dans les parcours hétéros, dans le sens où, dans le parcours hétéro, souvent, tu as un peu ce script de passer un certain âge. C'est pas grave d'avoir un peu de bide, c'est pas grave. Non, mais surtout, que passer un certain âge, on s'attend à ce que tu sois casé, avec des gosses, etc. Et du coup, les spécificités du parcours queer font que tu restes beaucoup plus longtemps dans le monde de la drague que les personnes hétéros. Et du coup, il y a tout ce rapport-là à comment est-ce que je projette encore mon corps dans l'action, comment est-ce que je fais encore quelque chose de mon corps. Et en fait, c'est cette angoisse de la vieillesse qui, du coup, entre le script hétéro qui te dit soit t'es un quarantenaire avec des gosses et du coup t'es bien intégré dans la société, soit t'es un gay et que tu continues de sortir, etc. En fait, il n'y a pas vraiment d'entre-deux, quoi. Il y en a nous qui dit il y a sûrement la difficulté de la misère sexuelle chez les homos qui pousse à une compétitivité plus extrême. Peut-être, je ne suis pas certain que tous les homos rencontrent la misère sexuelle dont tu parles, cher Namo. Non, mais la compétition sur le corps, par contre, est assez particulière. Il y a notamment toute une communauté, la communauté des bers, donc des ours, qui s'est développée, notamment en réaction justement à la grossophobie qu'il peut y avoir dans le milieu gay, et aussi aux stigmates contre les poils. Parce que alors on aime les corps jeunes, un peu glabres, alors du coup les poils et les gros c'est sale. Et du coup, et eux sont gros et poilus. Et eux sont gros et poilus et ils sont fiers. Mais donc il y a pas mal de sous-communautés qui sont créées un peu dans la communauté gay pour un petit peu contrer tout ça. Mais ça témoigne en effet de ce fort stigmate un petit peu autour du corps. Et je sais que moi, dans mes études, dans mon début de vie adulte, j'avais pas mal de potes à moi qui étaient gays, qui n'étaient pas dans les canons de beauté, qui n'étaient pas particulièrement à l'aise en société, etc. Et ceux-là ont beaucoup plus de mal à rencontrer d'autres gars parce que c'est des milieux qui sont des milieux festifs assez spécifiques et donc il faut certains codes auxquels il est assez difficile d'adhérer au final. Mais oui, c'est clairement une compétition parce que un des hommes que j'ai interviewé qui est gay, lui, c'est un peu devenu son rituel pour aller à la plage. Enfin, il racontait qu'il partait en vacances à Barcelone et que attention, tic-tac, mois de mars. Et qu'il a fait ses premières injections parce qu'il disait là-bas, tous les mecs sont surpiqués. Donc, si tu veux en fait te fondre dans la masse, si tu veux exister, tu es obligé de passer par là. Et il compte le refaire l'été prochain après avoir laissé un peu son corps au repos tout l'hiver, quoi. Donc, c'est clairement une compétition. Mais qui est vraiment au-delà du côté purement esthétique, quoi. Il y a autre chose derrière. Il y a Nanou qui dit, je disais ça par rapport à la minorité démographique. Non, mais je me moquais de toi, mais c'était gentil, Nanou. Je me dis que c'est juste peut-être plus difficile de trouver d'autres personnes de la même orientation à qui on plaît. Effectivement, c'est une communauté qui est minoritaire, c'est une minorité. Bon, après, il existe des applications. Oui, d'ailleurs, les applications aussi jouent leur rôle. Justement, la consommation, on peut en parler parce que comment dire, Grindr, OnlyFans, toutes ces applis sont aussi, ces applis et ces nouvelles manières de consommer de l'info du réseau sont passées par là aussi, qui vendent des corps qui sont hyper sexualisés. Oui, c'est ça, ils me l'ont tous cité comme quelque chose qui avait... En fait, c'est difficile de savoir, parce qu'en plus, ce truc dans la communauté gay, ça existe depuis des années. En fait, on a parlé des années SIDA, c'était la testostérone, ça faisait même avant les années 2000. Oui, voilà, sûr. Même depuis les années 80-90. Donc, mais ils m'ont tous cité le fait qu'ils trouvaient qu'il y avait des mecs de plus en plus jeunes qui en prenaient. Et ils ont l'impression de plus en plus, il n'y a pas d'études vraiment là-dessus. Je crois qu'aux États-Unis, il y a une étude qui dit qu'en 2019, que 20% des mecs gays qui allaient à la salle à San Francisco prenaient de la testostérone. En France, il n'y a pas d'études similaires, mais ils ont l'impression d'une amplification à cause des applications qui montrent où effectivement, on le voit bien, même en tant qu'hétéro, que les corps sont de plus en plus parfaits, musclés, etc. Et que forcément, ça incite à la comparaison de soi et de son... C'est très sexiste, les hormones, c'est très moral. En associant les hormones à un sexe et aux stéréotypes de genre, on en fait une valeur de société. Par exemple, en athlétisme, trop de testostérone, c'est interdit. On associe la testostérone à la force, la puissance, et l'oestrogène à la douleur des règles, les bouffées de chaleur. C'est très moral, effectivement. Ouais, c'est que aussi on a tendance à aller chercher très souvent. C'était une féministe radicale qui s'appelle Christine Delphi, qui est elle plutôt d'obédience matérialiste, marxiste, qui avait tendance à dire que le genre précède le sexe. Ça veut dire que les hiérarchies qui sont établies dans la société précèdent même historiquement, ont précédé notre connaissance biologique du sexe, et qu'en fait quelque part la biologie, de façon parfois contre-intuitive, va en fait aller confirmer, et même des interprétations fallacieuses de la biologie vont aller confirmer les stéréotypes sociaux qui sont ancrés depuis des millénaires. Donc oui, totalement. Yacine Maureen qui demande pourquoi on associe, en fait c'est intéressant, il y a une question derrière la question, c'est pourquoi associer parfait à musclé. Ah. Bah oui. Oui, c'est vrai.
C'est un biais qu'on a complètement embrassé, mais oui, c'est une bonne question, auquel je n'ai pas de... J'aurais tendance à dire... C'est un peu la culture de la performance. C'est la performance, oui. C'est ça, oui. Il y a de l'ordre de la performance et aussi du contrôle de soi. D'ailleurs, c'est quelque chose dont vous parliez dans la précédente table ronde. C'est qu'il y a le contrôle de soi, c'est la preuve de civilisation. Ça, on a ça depuis les Grecs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient des petits zizi sur leur statut. C'était pour montrer que... C'était pas des animaux. C'est ça, c'est que c'était pas des animaux, exactement, contrairement aux satyres qui avaient des gros chibrax. Et donc voilà, c'est pour montrer aussi le contrôle de soi. Et quelque part, en fait, la masculinité étant... comment dire, les hommes dominants dans la société, donc la masculinité devant coller en fait à tout ce qui est l'apanage du dominant. C'est pour ça que dans la virilité, dans les normes de virilité, on va avoir le courage, l'audace, etc. Parce que tout simplement, en tant que dominant, il faut avoir ces qualités-là pour être dominant en fait. Donc en fait, on va coller la masculinité à tout ce qui correspond aux normes du dominant en fait. Et donc, quelque part, on va associer du coup le muscle, la rigueur physique et même parfois la souffrance pour arriver à tout ça comme des signes de perfection parce que c'est un signe que tu n'es pas, quelque part, t'es pas déclassé dans la place que tu es censé occuper dans la société, quoi. Puis ça va aussi avec ce mouvement un peu de surveiller toutes tes données, d'être dans les normes qu'on citait tout à l'heure, là, je sais plus chez les tech bros, mais de quantified self, c'est de contrôle de soi, je pense que c'est... Il y a pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, c'est qu'on a intégré même de façon assez néolibérale ce côté, cette façon qu'on a aussi de découper notre vie en petites cases qu'il faut absolument maximiser au maximum, quoi. Il y a Triple Axel qui dit: est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée d'autodéfense des mascus vis-à-vis de quelque chose? Triple Axel qui dit: j'en ai aucune idée, je vois pas du tout de quoi ça peut être, mais... c'est un peu du coup le discours peut-être de la baisse de la testostérone qui est évoqué, qui est un peu... alors ça, il faut expliquer que c'est faux. C'est pas complètement faux, en fait, ça baisse, mais le chiffre qui circule beaucoup, c'est que ça a baissé de 50% par rapport aux années 60. En fait, ce serait plus de l'ordre de 25%. Et surtout, quand ce chiffre circule, donc beaucoup au micro de podcasteurs un peu réac comme Joe Rogan aux États-Unis, comme Thaïs, notre Thaïs Descuffon national, mais c'est utilisé, il n'explique jamais la cause de cette baisse qui, en fait, ça peut être la progression, c'est beaucoup la progression de l'obésité, des perturbateurs endocriniens, il y a plein de causes qu'il explique. Eux, ils se focus en fait sur les conséquences qui sont pour eux des hommes moins puissants, moins séducteurs, du coup, Thaïs Descuffon va assez loin. Elle dit en gros, on pourra plus se protéger des étrangers si, avec ces sous-hommes sans testostérone, quoi. Donc il y a un peu cette peur-là présente, mais t'en parles bien dans ta vidéo. Oui, raconte peut-être ce petit que j'ai vu effectivement aussi tout à l'heure. On se connaît depuis tout à l'heure, Cassandre. Enchanté. Non, mais oui, parce qu'en fait, il y a une vision qui est une vision civilisationnelle en fait de tout ça. C'est-à-dire que, en gros, depuis le tournant des années 90-2000, le discours masculiniste sur les féministes qui vont réduire la puissance des hommes, c'est un discours classique qui existe depuis des siècles et des siècles, tout simplement d'angoisse du dominant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dominant, la seule chose dont tu as peur, c'est qu'on te détrône. Donc c'est un discours, c'est un discours qui est très très cyclique. Mais il y a une actualisation progressive de discours, notamment à l'extrême droite qu'on connaît actuellement, c'est avec le discours du choc des civilisations, avec le discours du grand remplacement, etc. Où, donc depuis les années 90-2000, on met en scène un petit peu cette espèce de... Donc voilà, la guerre froide, c'est fini, c'est plus les deux blocs. Maintenant, c'est l'Occident qui a gagné, c'est l'hégémonie occidentale. Mais du coup, vu qu'on est les vainqueurs, il faut quand même qu'on s'angoisse de perdre. Donc, on s'angoisse de perdre avec du coup le terrorisme, le monde du Moyen-Orient, etc. Et notamment la menace du musulman, du migrant, etc. C'est ça, surtestostéroné, et d'ailleurs qui est souvent un petit peu corroboré par des études qui montrent que les taux de testostérone ne sont pas les mêmes en fonction de l'origine ethnique, de l'origine géographique, ce qui peut s'expliquer par plein de facteurs environnementaux, mais qui est utilisé pour dire ces hommes africains testostéronés vont nous remplacer, quoi, globalement. Mais donc c'est un discours civilisationnel qui va du coup utiliser cette angoisse raciste, cette angoisse de déclin de l'Occident comme un petit peu fuel du regain masculiniste qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est évidemment que c'est pas les femmes qui vont se protéger, puisqu'on veut se protéger des hommes. Donc il faut que nos hommes blancs à nous puissent entrer en compétition et puissent combattre ces hommes noirs et arabes qui viennent sur nos côtes. Et
c'est quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on a en fait depuis finalement la colonisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à racialiser les hommes noirs comme animaux, comme inférieurs, il y a toujours eu un côté paradoxal dans cette animalisation. C'est-à-dire que les hommes noirs étaient à la fois animalisés, donc dangereux, donc violents, donc supérieurs quelque part aux hommes blancs, puisqu'ils étaient dangereux, et en même temps animalisés, donc inférieurs. C'est-à-dire que tu as à la fois ce côté de ils sont dangereux, et en même temps c'est bien pour ça qu'on est supérieur à eux, parce que nous sommes civilisés. Donc en fait, tu as cette vieille réactualisation qui se fait au prisme de ce choc des civilisations que toute l'extrême droite commence à développer, quoi. Et après, Daé dans le chat qui dit la notion de quantité de testostérone est aussi une arme transphobe, particulièrement dans le sport féminin. Oui, exactement. Ouais. Peut-être qu'on pourrait prendre quelques minutes pour en parler. Ah oui, ça revient dans les sport féminin. Trans qui. Mais parce qu'il y a aussi une sportive qui est pas forcément trans, mais qui avait un taux de testostérone trop élevé. Et voilà, elle a. Alors il me semble qu'elle a gagné devant la Cour européenne des droits de l'homme. Tout à fait, mais elle a été interdite de compétition pendant 1 ou 2 ans. Un petit moment, ouais. Et donc, parce que c'était considéré comme une anomalie. Alors que... Et ce qui s'ajoute à un biais raciste aussi, parce que généralement, alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va se dire on va tester des femmes dans le sport? C'est parce qu'elles sont un peu trop bonnes en sport, c'est un peu bizarre, et qu'elles ont des traits du visage un peu trop masculins. Le problème, c'est que, je reviens à cette bonne vieille racialisation, c'est que dans la racialisation des femmes, notamment des femmes noires, mais pas que, on a eu tendance aussi à les représenter comme plus masculines, comme plus viriles que les femmes blanches, puisque les femmes blanches étaient plus jolies, plus délicates, et donc plus angéliques, etc. Bref. Je vous refais pas l'histoire. Mais donc ça va faire que on va avoir tendance à se méfier plus des femmes noires, des femmes racisées en règle générale, parce que leurs traits du visage vont nous paraître moins féminins puisque plus éloignés des standards de beauté occidentaux. Et en plus de ça, alors donc en plus de ça, il y a ce que je disais tout à l'heure sur ces taux hormonaux qui ne sont pas forcément les mêmes. Quand on a mis en place les standards en fait hormonaux dans le sport, c'était en se basant sur les standards hormonaux européens. On n'a pas fait sur l'entièreté du monde. Donc forcément, les endroits où il y a des taux de testostérone qui sont naturellement plus élevés, du coup, sont considérés comme de la triche. Et donc généralement, on observe que la plupart des femmes qui se font étriller pour un excès de testostérone sont généralement des femmes noires. Pardon. Désolé. Non, c'est moi. Cassandre, j'ai repris les titres de quelques-unes de tes vidéos pour te poser des questions. Est-ce qu'il faut... Il y a une deuxième vidéo qui s'appelle « Faut-il détester les hommes ?» Est-ce qu'il faut détester les hommes, Cassandre? Bon, non, les hommes existent, ce serait con de les détester, quoi. Genre surtout ces jeux... beaucoup de gens à détester, quoi. Surtout, j'en serais pas devenu un s'il fallait qu'on les déteste. Non, la détestation des hommes à ses origines, à ses explications. Bon, je vais pas ressortir les chiffres sur la culture du viol et tout, mais mon approche à moi, c'est que le genre, c'est réciproque. Le genre, c'est les hommes, c'est les femmes. Donc, si on parle du genre en ce que ça touche les femmes, il faut aussi s'intéresser en ce que ça touche les hommes. Pour moi, le phénomène des incels, dans ce cas-là, est très très intéressant. La façon dont les hiérarchies masculines se créent progressivement dans l'apprentissage de la masculinité. C'est-à-dire que si la masculinité, c'est la domination et donc c'est être au top, tous les hommes ne sont pas forcément au top. Il y a des masculinités qui sont dominantes, tu as des masculinités qui sont ce qu'on appelle subalternes, tu as des masculinités qui sont dominées. Et en fait, dans tout ça, il y a ce jeu de domination-là qui crée du coup, par frustration, par compensation, des effets de violence. Mais ces effets de violence arrivent parce que cette frustration-là, c'est un rapport aussi à l'infériorité. Donc, pour moi, il faut d'abord comprendre ça et qu'en fait, voilà, le genre, c'est une question réciproque, c'est les deux en même temps. T'as une autre vidéo qui s'appelle Finito la testo, j'ai trouvé ça rigolo. Et la rime est pour Mélier. Est-ce que les vrais hommes vont disparaître? Si tu as un avis dessus, Marine, tu as évidemment le droit de prendre la parole. Les vrais hommes vont disparaître. Fait un peu question de colle en prépa ou de... Ouais, c'est ça, oui. 3 heures. 4 heures. Oui, ça repose la question de c'est quoi un vrai homme. Donc, et ouais, c'est justement Daisy Le Tourneur dans une interview qui expliquait en fait c'est pas elle dit évidemment elle ne définit pas les hommes comme selon leur taux de testostérone, mais elle dit c'est plus une différence par rapport aux femmes, et elle se demande même si aujourd'hui on remet en question le patriarcat, etc. Est-ce qu'à un moment donné il y aura toujours des hommes, est-ce qu'on pourra toujours parler d'hommes dans la société? Donc peut-être dans ce sens-là, oui, peut-être qu'ils vont disparaître finalement. Il est 13h39, pas du tout 13h39, Ludo, voyons. Il est 19h39, passé de 37-38 secondes. Est-ce que c'est le mot de la fin, chers amis? Je vois que mes autres invités sont arrivés, et je vois aussi que j'ai promis de vous laisser filer à 19h40. Le mot de la fin, Cassandre. Est-ce qu'il y aura une question que j'ai oublié de vous poser?
je sais pas. Non, mais j'aimerais revenir sur cette question des vrais hommes, parce que l'extrême droite aime beaucoup faire peur sur les wokistes qui veulent faire disparaître le genre, etc. Moi, perso, j'ai défini le genre comme le rapport de hiérarchie et de domination. Donc, pour moi, faire disparaître le genre, c'est justement permettre l'émergence des genres au pluriel, en fait. C'est-à-dire que c'est pas que les vrais hommes vont disparaître, mais c'est que les vrais hommes vont. Enfin, il y aura de plus en plus de façons d'être un vrai homme, et du coup ça voudrait dire que ça ne veut plus rien dire, mais en fait pour moi faut se réjouir aussi de cette multiplication là. Il y a quelqu'un qui me dit après, souvent quand on entend je déteste les hommes, c'est souvent sous-entendu je déteste le patriarcat. Oui, généralement c'est ça, oui. Marine, le mot de la fin. Prenez pas trop de testo. Oui. Attention. C'est quoi ton prochain papier, Marine, dont tu viendras parler à France Info? Je suis un peu en transition parce que je change de rédac. D'accord. Voilà, donc ma question était vraiment super foireuse. Désolée. Merci Marine, merci Cassandre. Il y a 19h40 passé de 53 secondes. Je vous chasse du plateau, je vous remets entre les mains de Joey. Merci à tous les deux, revenez quand vous voulez. Ce sera avec un identique plaisir. Et on aura bien sûr l'occasion, je pense, de reparler de ces sujets-là assez rapidement. Et si vous êtes bien marrés comme moi ce soir avec moi, eh ben, revenez quand vous voulez. Joey, je pense que mes deux autres invités sont arrivés. Bonsoir messieurs, allez-y, rentrez. Pardon. Bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Installez-vous. Merci. Vous avez de l'eau, mettez-vous où vous voulez. Il est 19h41, et puisqu'après l'heure c'est plus l'heure, on quitte la sueur, les douches de doute, les certitudes douchées, les petits gars qu'on rassure, le poids qu'on soulève mais qu'on devrait faire s'envoler, pour aller faire un tour du côté des séries. On va parler du Havre, on va parler de Schnouf, de Fred, de Fric, de Flic, on va parler de la série De Grâce, une série que vous pouvez retrouver sur Arte TV depuis ce matin je crois. Depuis le 31 janvier. Depuis le 31 janvier, bon bah voilà, depuis le 31 janvier, c'est gratos, c'est le service public, c'est Arte, c'est élégant, c'est bien écrit, ça raconte un peu plus que sa propre histoire, bref on vous la conseille. Bonsoir Pierre-Emmanuel Florentin. Bonsoir. Bonsoir Vincent Moluquier. Bonsoir. Pierre-Emmanuel, Vincent, c'est vous qui avez produit De Grâce. De Grâce, vous m'arrêtez si je me plante, hein, c'est une histoire de port maritime, c'est aussi l'histoire d'une famille de dockers qui croisent ou qui recroisent, c'est selon une des grandes routes de la drogue, de la cocaïne, hein, qui inondent les autoroutes maritimes, qui transitent par Santos, Carthagène, Anvers, Rotterdam, et puis surtout en France, massivement, eh bien, par le port du Havre, avec dans la vraie vie quelques-uns qui en vivent, des familles qui en souffrent, il me semble, avec à la fin beaucoup d'argent, beaucoup de tourments aussi. La rime était un peu pauvre, je vous l'accorde. Pourquoi ce titre, d'abord? Pourquoi De Grâce? Bon, moi je le sais, mais peut-être que notre communauté ne sait pas. Pour plein de raisons. Mais déjà, De Grâce, ça fait référence au Havre de Grâce, en fait, qui était le premier nom sous François Ier, qui avait été donné à ce port, endroit où effectivement on se protégeait des tempêtes. Donc c'était un havre. Et grâce à la grâce de Dieu, on y trouvait refuge. Et nous, ça nous a beaucoup intéressé de jouer sur ce mot à plein de niveaux. Grâce, évidemment, la grâce, trouver la grâce au travers du destin de nos personnages, la grâce, la rédemption, ces grandes questions qu'on aime, grandes questions dramatiques. La grâce sociale, c'est-à-dire comment on sort de son milieu, comment on peut ou pas s'extraire. Et la vraie question du Havre, c'est aussi ça, comment cette ville et ceux qui y habitent peuvent se transformer, aller au-delà. Et on parle beaucoup de la malédiction d'une ville dans cette série, celle d'une ville portuaire qui a été bombardée parce que c'est un port. Qui est bombardée, reconstruite, qui est balancée entre misère et extrême capitalisme dans le port. Exactement, tout est là et en même temps c'est ce qui lui apporte sa richesse et en même temps c'est ce qui la laisse là où elle est. Donc cette grâce sociale et grâce judiciaire, puisqu'on a quand même quelques personnages qui ont des déboires, on va dire, avec la justice. Vous aussi, vous avez eu des déboires. Vous n'avez pas pu filmer au Havre, je crois. Tout à fait. Vous me racontez cette histoire que j'aime beaucoup. Vous êtes allé filmer à Anvers, je crois. Alors, on a tourné comme 40 jours au Havre. On a été très bien accueillis par la ville, mais c'est vrai qu'on a eu les premiers contacts là-bas. On a été accueillis de bonne manière, par tous les habitants, par tous les gens avec lesquels nous avons pu travailler, mais c'est vrai que le port n'a pas été accessible. Les Havrais sont adorables, accueillants. Après, c'est vrai qu'il y a une petite... Le port du Havre est une ville dans la ville, c'est ce qu'on dit. Oui, une ville dans la ville. Et effectivement, je pense que on a été en contact avec des dockers et en fait, on était un peu rattrapés par la réalité. Il y a eu un docker qui a été assassiné alors qu'on était en cours d'écriture
Il y a eu aussi des dockers qui se sont refermés parce qu'il y a eu... d'essence, on a retrouvé son corps calciné en face d'une école, je crois. Alors, il n'était pas calciné. Alors, c'est un autre. Non, il était en face d'une école, mais pas calciné. Il avait été dans un torturé. coffre de voiture, mais il n'était pas calciné. Ouais. Après, il y a beaucoup de légendes urbaines qui se construisent autour de tout ça. Mais effectivement, on va dire le syndicat des dockers a quand même une aversion pour les journalistes, et ils assimilent aussi le travail de fiction et des scénaristes à celui du travail de journaliste. Donc, ils n'ont pas voulu, quelque part, nous laisser accéder à ce sport. Mais bon, c'est pas grave. On a eu la ville dans toute sa splendeur et on a eu les quais d'Anvers. Encore une fois, il s'agit de parler du destin de cette ville. C'est un microcosme, la valeur de symbole en fait cette ville. Donc le port en soi, c'était la porte pour ramener, cette malédiction dont Pierre parlait. Mais on avait l'ambition de créer une série plus grande que ça, d'une certaine manière. Donc ces petits soucis de fabrication ne devaient pas nous arrêter. Et on avait à cœur toutefois de rendre hommage à une corporation, à une ville qui a souffert dans sa chair, comme on le disait à l'instant, mais de montrer que voilà, on est aujourd'hui dans une zone grise et qu'il ne s'agit pas d'accabler une corporation comme celle des dockers, mais de montrer qu'on l'accable pas, il y a une réalité cependant. Oui, tout à fait. On voulait montrer justement une complexité. Et à Anvers, il y a 10 fois plus de trafic et ils sont super ouverts. On voulait montrer une complexité en fait, tout simplement, et on l'exprime au travers de différents personnages. Voilà, il y en a certains qui effectivement, pour des raisons de précarité, de fragilité, vont céder à une facilité, mais encore une fois, ils ne sont pas des trafiquants, ce sont des portiers. Le port, c'est une porte sur le monde, voilà, et ces hommes ouvrent la porte, essaient de la fermer, essaient de résister. Voilà, c'est toute cette complexité là qu'on a essayé d'illustrer et de porter. C'est une corporation très spéciale, les dockers. On devient docker enfin au Havre en tout cas, on devient docker de père en fils, je crois. Il faut le préciser. Comme une charge, quasiment. En tout cas, c'est un système de cooptation, effectivement, souvent de père en fils, ce qui n'est plus le cas à Anvers. Ce qui était le cas à Anvers avant. Oui, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et en fait, la grande différence, c'est que c'est des concessions qui sont données à des entreprises sur des parties du port, ce qui fait qu'on a pu avoir accès au travers d'une entreprise à ces quais. Et vous avez même à Anvers des femmes dockers, ce qui n'existe pas, ni sur aucun port français. C'était couillu donc de faire une série sur ce sujet-là, donc au Havre. Ça a été reçu comment ? Vous avez eu des retours peut-être ? On a des super retours. Des super retours, des super retours à la fois. Pas eu d'agacement. On vous a pas reproché de dépeindre beaucoup de sombre et de Elle est gris. diffusée que depuis 8 jours sur arte.tv, donc elle va vraiment apparaître ce soir à 20h55 sur Arte, et pour les 3 premiers épisodes et les 3 prochains la semaine prochaine. Donc je pense qu'on va avoir plus de retours encore dans les jours qui viennent. Mais beaucoup de bons retours, même la presse locale autour de la Normandie, du Havre, et beaucoup de retours havrais qui sont sympas. C'est une série très sombre. Vous dépeignez un monde qui est dur, violent, puis aussi beaucoup de solidarité. C'est ça l'image que vous retenez de ce microcosme portuaire ? Chez les dockers, effectivement, il y a une solidarité. C'est un groupe solide et une solidarité, j'ai envie de dire, syndicale aussi vis-à-vis d'une lutte plus générale. En 1936, ça commence par les docks du Havre. C'est une corporation qui est, en tout cas, c'est ce qui fait à la fois sa beauté et humaine et en même temps, effectivement, sa force, puisqu'il y a une force du syndicat qui est très très important et qui se ressent au Havre. Étymologiquement, ils font corps, tout simplement. Clairement, et ça se sent au quotidien. Et quand vous arrivez au Havre, vous rencontrez des gens qui sont là, qui comprennent qu'il y a un tournage qui est en train de se préparer. Et chaque personne que vous rencontrez, commerçant, restaurateur, a au moins une personne dans la famille qui est, travaille sur les docks. Et vous sentez qu'il y a une forme de fierté. C'est une forme d'aristocratie portuaire, avec une noblesse de fait et des difficultés qu'ils rencontrent, comme on vient de les énumérer. Alors De Grasse offre son premier grand rôle à Panayotis Pasco. Alors pourquoi ? Son grand rôle dramatique, en tout cas. Son grand rôle dramatique, oui. On l'avait connu dans LOL, je crois, mais c'était un petit rôle. Nous, on l'a vu. On l'a vu dans son spectacle. Et puis, on cherchait le comédien pour ce personnage. Et en fait, en le voyant, on s'est dit, mais il a de l'audace, ce garçon, et notre personnage aussi. Pourquoi on ne lui ferait pas passer des essais ? Donc, Constance de Montois, notre directrice de casting, lui a fait passer des essais, et il était brillant et super. Et donc, Vincent Maël Cardonal, le réalisateur, était d'accord avec nous que c'était chouette de le faire. Et on a eu raison. Et puis, en plus, on a vu transparaître chez lui
produit très très vite quelque chose qui appartient au personnage de Simon qu'il incarne, une forme de détermination, de vision. Détermination grave. Oui, alors, même s'il dit qu'il sourit pas beaucoup dans la série, contrairement à ce qu'il fait dans la vie, on sent que dans la vie quand même il y a un esprit de... Il trace sa route, quoi. Il est volontaire, il a une vision du temps d'après, il voit loin, et il sait circonscrire son désir. Et ça correspondait, comment dire, à ce personnage de Simon, qui est un peu perdu, dans cette famille, écartelé, mais qui on connaît là où il veut aller, quoi. Il faut combien de temps, il faut combien de gens pour préparer une série comme ça ? À la préparer. Il faut des années pour l'écrire, ça c'est sûr. La sortir et la faire, voilà. Et ensuite, il y a effectivement un temps de préparation. Une fois qu'on a tout écrit et qu'on se lance de quelques mois, c'est entre 4 et 5 mois, quelque part, la préparation. Puis après, c'est 75 jours de tournage. Donc sur une série comme celle-là, 6 épisodes. Plutôt pas mal pour une série en termes de nombre de jours de tournage. Et puis ensuite, c'est 5 bons mois de post-production, derrière 5-6 mois. Et donc 40 jours au Havre, une dizaine de jours à Anvers, et le reste à Paris, où on a fait surtout des intérieurs, tout simplement, commissariat, hôpital, ce genre de choses, quoi. Des secrets de fabrication élémentaires. Un chouette moment de tournage dont on se souvient ? Oui. Ah bah moi ou un très mauvais. Bah non, moi j'ai un souvenir parce que c'était déjà une scène sympa. Plutôt le moment sympathique. On faisait le moment du discours où il est en fait en hommage à un docker disparu. Je veux pas spoiler la série. Et donc le patron des dockers, c'est Xavier Beauvois. Super réalisateur et très très bon comédien, surtout dans ce rôle-là. Et pour moi, c'était assez drôle. C'était le jour de mon anniversaire et de le voir lancer la chansonnette sur Joyeux anniversaire au milieu des centaines de figurants qui étaient là pour l'occasion. C'était un beau moment. Et puis c'était une des scènes ambitieuses aussi de la série. Et puis tout le monde était là. Donc c'était assez chouette. Ouais. Oui, moi, c'est pas tant un souvenir, c'est une grande satisfaction de voir que chaque comédien en fait s'est senti élu dans son rôle et respectivement ils se sont élus et du coup ils ont senti très 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 vite qu'il y avait une forme de famille qui se crée et effectivement nous on se lance dans des projets toujours avec cœur et avec beaucoup d'engagement et de voir que ces comédiens et l'équipe au sens large a kiffé en fait cette prépa et ces 75 jours et la post-production et au final ils sont tous très fiers en fait du chemin fait et du résultat. Donc on est très heureux en fait d'avoir accompagné, porté tous ces gens et de leur avoir donné satisfaction et ça c'est pour nous c'est déjà une super réussite, quoi. Alors messieurs, je profite de vous avoir sur la main, de poser 2-3 questions sur votre métier dans mon audience, dans les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Je suis pas sûr que tout le monde ait rencontré un producteur, donc encore moins deux. C'est quoi le métier Alors, je pense que dans la tête de plein de gens dans mon chat, un producteur c'est quelqu'un qui a une grosse bagnole, qui a beaucoup de cernes et qui fume des barreaux de chaise. En gros. Vous n'avez pas trop de cernes. Je sais pas comment vous merci. C'est quoi le métier de producteur? Après chacun. Le producteur n'est pas le réalisateur. Non, pas du tout. C'est pas non plus un banquier. C'est un métier d'engagement, c'est un métier de conviction. On est là avant tout pour porter des projets, en générer, faire accoucher certains scénaristes de folies qu'ils ont en tête, soit leur confier une folie qu'on a en tête et la faire partager. Et puis après, c'est monter, de quoi vendre ce projet pour convaincre, nous en télé, un diffuseur, le convaincre de notre enthousiasme, et après, autour de ça, rassembler une équipe et bien sûr trouver de quoi financer ce projet. Mais ça veut dire une incarnation autant économique que artistique et surtout humaine, puisqu'on doit manager, pousser des gens pendant des mois et le faire avec cœur, comme je vous disais. Ouais. Voilà, c'est ça l'enjeu. En tout cas, voilà, si moi je dois rajouter quelque chose à ça, je pense que derrière un film, une série, c'est une entreprise au sens général, entreprise humaine, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un énorme bateau qu'il faut porter et dont il faut porter aussi la responsabilité globale. En fait, celui qui la porte au final, c'est le producteur. Et effectivement, être au bon niveau de dialogue artistique, parce que on est à la fois une industrie et en même temps on crée des œuvres artistiques. Trouver le point de friction, un équilibre. C'est être là-dedans, et donc c'est souvent un travail de contorsionniste et effectivement de foi et de beaucoup d'énergie, puisqu'il faut en mettre pour arriver à rendre réelles des idées, et comme tu disais, qu'on a en tête, que les auteurs ont en tête, que les réalisateurs ont en tête, et de les porter au plus
haut degré artistique, in fine. Et il y a peut-être une différence avec le cinéma. Le cinéma, encore en France, de par une espèce de tradition qui vient des années 60, la nouvelle vague, on en parle régulièrement ce temps-ci, vous avez des projets qui sont portés par des auteurs-réalisateurs. Là, il s'agit de créer le plus souvent une famille de toutes pièces. Là, sur ce projet, c'était la première fois qu'on travaillait avec ces auteurs. Pierre avait initié le projet. On crée une rencontre avec un réalisateur. C'est la première fois qu'on travaille avec Arte. Il faut créer un langage commun pour un aboutissement qui soit à la hauteur des ambitions qu'on partage tous les deux depuis des années. Donc c'est avant tout ça, en fait, l'alchimie, trouver ce langage qui fait que de nos cerveaux malades, comme je dis souvent, accouche une belle idée et qu'on soit tous capables de la porter jusqu'au bout et dans le même sens, quoi, tout simplement. C'est quoi la structure du financement d'une série comme ça, par exemple ? Une série comme ça, alors on a un partenaire principal qui est Arte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour que les gens aient une idée, mais comment on finance grosso modo, une série comme ça, 6 épisodes, en fonction de la chaîne, si c'est pour du prime time, vous êtes entre 6 et 9, 10 millions. Alors si vous êtes sur Canal+, et que vous faites d'argent et de sang, évidemment, ce sera beaucoup plus avec Xavier Giannoli et des enjeux comme ça, mais globalement, en France, on est à peu près dans ces équilibres financiers-là. C'est quoi la prochaine ? Parce qu'il paraît qu'il y en a une prochaine. Ah ouais, qui c'est d'où vient cette information ? Moi j'ai vu ça sur mes confrères de Média Plus. Ah, ils ont eu des infos. On travaille. Donc ils vous ont balancé sévère. Vous travaillez sur l'adaptation de Notre-Dame de Paris par le prisme de l'Esmeralda. Mais c'est peut-être pas ça en fait. On a des projets en développement là. Bien sûr. Média Plus. Mais donc il y avait autre chose. Non, mais avec la même équipe, on a tellement aimé bosser ensemble. Ça a été du kiff, mais vraiment jusqu'au bout, avec Vincent, avec Maxime, Baptiste, tous les techniciens qui étaient là. Il y avait vraiment une famille. On est hyper fiers et heureux du résultat collectivement. Donc on s'est dit, il faut qu'on recommence. Chez Arte, tout le monde est dans le même état et adore la série, a envie de retravailler avec nous tous. Donc on est en train d'élaborer un beau projet avec la même équipe, un autre projet de mini-série. Donc c'est pour quand ça ? Là, c'est un peu tout. Il faut le temps de l'écrire. Là, on est vraiment au démarrage. Voilà. Mais si c'est que maintenant qu'on se connaît, on pense qu'on va aller plus vite, quoi, tout simplement. Et c'est ça qui est chouette. Qu'est-ce que je vous souhaite, messieurs ? Un beau succès pour ce soir. Voilà. Toujours autant de bonheur à faire des projets, parce que je crois que c'est le cœur de notre métier. Moi, je dis qu'on a essayé de faire une espèce de série à haute valeur émotionnelle ajoutée. C'est-à-dire que les sentiments sont entiers. Oui, on a fait un objet noir, comme vous disiez tout à l'heure, mais on a eu envie de faire un projet entier avec des sentiments très forts. Voilà, on va faire pleurer, on va pas faire beaucoup rire ce soir. On a proposé une tragédie, certes, mais c'est un genre en soi qui a touché des gens depuis des siècles. Là, c'était une façon de remettre au goût du jour cette chose-là, ne pas être dans le mélodrame où voilà, on va voir un petit moment d'intermoment. Là, un bel objet entier, puissant, avec une musique folle de Maxence Dussert, on en parle peu, quasi liturgique. Compositeur. Voilà, on a essayé de faire un poème tragique, j'ose le dire, mais c'était notre ambition et j'ai l'impression qu'il y a déjà des gens depuis une semaine qui l'ont partagé, qui l'ont aimé, donc on espère que ce soir sera encore plus fort et la semaine prochaine aussi. C'est bien tout le mal que je vous souhaite. Cher Vincent, cher Pierre-Emmanuel, il est 19h58, c'est l'heure de nous séparer. Merci de nous avoir fait l'amitié de vous transporter. Merci à vous. Jusqu'ici, c'est la fin de ce stream pour les gens du chat. Merci d'avoir suivi. Merci à nos invités, à ceux qui sont partis tout à l'heure. Merci bien sûr à Cyril à la régie, que vous ne voyez pas, qui est à ma droite, à Stéphanie au visuel, qui est au 4e étage à France Info. Merci à Joey à la programmation qui va arriver pour accompagner nos invités jusqu'à leur taxi. Mercredi prochain, exceptionnellement, il n'y aura pas de stream. Et jeudi, je cède je suis en congé demain. Je cède ma place à nos amis Thomas Célin et Franck Ballanger, plus sérieusement, qui reviennent de Côte d'Ivoire et qui ont de quoi vous parler pendant 2 bonnes heures de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Ce sera ici au même endroit à la même heure, pas vraiment de bonne heure, mais j'en suis sûr de bonne humeur. Moi, je vous retrouve après mes congés dans 2 semaines, disons, et je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.